Ça va le ref? Nickel. Ça va. Écoute, j'espère que c'est fluide. Pour qui c'est pas fluide, je crois que c'est Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube. On Je, vous je- remet le lien dans le chat. Ouais, Normalement sur YouTube, c'est vraiment bien. ouais. Mais à vous de nous dire si jamais ça bug ou quoi. Mais ça a l'air d'aller en tout cas sur YouTube. Bon, si jamais on est en direct de Dubaï et de Bali, il y aura peut-être un décalage, peut-être pas, on verra. On va essayer de faire une émission tranquille. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu en live, Léo. Je suis en train de regarder sur YouTube, ça a clairement l'air d'aller, hein. Donc voilà, si jamais. Ouais, non, mais sur YouTube, ça a l'air d'être ok. Donc, on va croiser les doigts. Ouais, ça fait longtemps. Écoute, dernièrement, beaucoup de voyages, beaucoup de choses liées à la crypto, liées à Shell, etc. J'étais à Séoul, du coup, en Corée du Sud, puis du coup à Singapour, où on s'est retrouvé pour Token 2049. Hmm. Et puis après, j'ai fait une petite escapade, un petit tour à Bali pour me changer les idées et pour voir voilà autre chose aussi. Et bah Yes. écoutez, je profite un petit peu. J'avoue qu'en ce moment, beaucoup de travail. Du coup, c'est un peu difficile, stressant, fatigant, et puis j'avais pas un bon setup pour stream, donc c'était un peu compliqué. Mais normalement là, je suis un peu plus back. J'espère juste que j'aurai plus de temps pour dormir. Hmm. J'ai un rythme un peu décalé aussi, c'est pas évident. Et voilà, désolé aussi de changer un petit peu l'horaire habituel. C'est juste que Ouais. personnellement, ça m'aurait fait commencer à 1 heure du matin pour finir à 3 heures du matin. Disons que c'est pas parfait, c'est pas idéal. Après, bon, voilà. Bah, au moins, on a une petite émission et puis on peut parler du marché et on peut parler. Bah, je pense qu'on peut démarrer déjà cette émission sur ce crash du 10 octobre. Comment tu l'as senti, toi? Comment t'as tanké ça et comment tu réagis face à ce qui s'est passé? Bah, pour le coup, déjà, moi, j'avais beaucoup de stablecoins, mais j'étais quand même exposé à Ethereum, comme je le partageais sur Twitter, hein, honnêtement. Je crois que j'étais rentré à 4004, 4005, avec une invalidation genre à 3009, un truc comme ça. Bon, au final, j'ai pas vu ce trade dans le vert très longtemps et du coup, bah, j'ai coupé tout simplement en perte ce que j'avais sur Ethereum. J'avais pris quelques positions sur les dérivés juste avant le crash. J'ai coupé super tôt, donc ça a été. Et après, sur le moment du crash en lui-même, j'ai pu profiter un peu de prix aberrants sur les dérivés notamment, où bah, j'ai pu profiter d'un rebond sympa. Mais globalement, j'ai perdu des sous, mais c'était quand même très modéré par rapport à la taille du crash. Je pense qu'il a été vraiment effrayant, c'est que bah, en fait, on a tout simplement bah, sorti énormément de gens du marché. Si on regarde l'open interest, qui est donc la somme totale des positions ouvertes sur les produits dérivés, on entend un gecko derrière. En fait, Ouais, ouais, ouais. si j'ai la fenêtre ouverte, j'ai pas d'écho, mais j'ai un gecko. Et si j'ai la porte fermée, il y a trop d'écho, donc c'est compliqué. Mais, euh, mais ouais, beaucoup de positions qui ont été clôturées, notamment via les dérivés. En fait, il y a une sorte d'enchaînement assez hardcore parce que, en fait, pour ceux qui connaissent le cross margin et le portfolio margin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des mecs qui étaient en cross margin et qui utilisaient leurs assets spot en collatéral, c'est ce qu'on appelle le portfolio margin. Et le truc, c'est que en fait, il y avait plein de gens qui étaient exposés aux altcoins sur les dérivés avec du levier et qui bah, tout simplement se sont fait liquider. Et puis pour ceux qui utilisaient du spot en collatéral, bah, en fait, ils ont été forcés de vendre leur spot pour pouvoir couvrir leurs pertes sur les dérivés. Donc ça a créé un peu un enchaînement assez abusé. Et puis derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça arrivait, il y a eu une sorte de combo qui était un petit peu difficile dans le sens où, bah, en fait, on a eu Trump qui nous a fait une annonce de terroriste en mode, Hmm. oui, avec la Chine, voilà, reprise des taxes et des tarifs à hauteur de 100%, enfin bref, un truc un peu cataclysmique, une sorte de tarif, enfin de crise des tarifs V2. Sauf que bah il l'a fait globalement un vendredi soir. Et puis en fait, le moment où le marché est le moins liquide, à savoir le week-end, et à partir du moment où les marchés US ont fermé,
c'est le moment où la cascade de liquidation et tous les événements ont eu lieu, notamment en crypto. Donc en fait, on a eu une sorte de news fondamentale qui a trigger une baisse qui s'est accélérée par des cascades de liquidation en plein week-end, enfin en début de week-end où la liquidité était plus faible, plus derrière en fait des gens qui avaient pris trop de levier et trop de positions sur les dérivés. Et en fait, tout s'est enchaîné. J'ai vu pas mal de gens perdre énormément d'argent sur les réseaux. Donc, c'est un peu terrifiant. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent sur Twitch, encore une fois, on a mis le lien YouTube parce qu'apparemment sur Twitch ça bug, sur YouTube ça bug pas si vous voulez bien nous écouter. Et crash du 10 octobre qui a mis à poil pas mal de monde, mais en fait, tout simplement parce que tu as des gens qui utilisent des leviers un petit peu comme des zouaves et qu'ils partent du principe. En fait, j'aimerais juste compléter par rapport à ça. C'est que le problème, c'est que au-delà des gens qui se sont fait liquider en longue, donc globalement qui ont pris une position et le prix allait contre eux et derrière, en fait, ils avaient pas de stop loss, ils ont pas coupé la position avant de se faire liquider, ils se sont fait liquider et voilà, ils se sont fait liquider parce que le prix allait trop fortement contre eux. Le problème, c'est que en fait, les exchanges, ils ont auto-deleverage énormément de positions. En fait, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui ne savent pas, en gros, quand il y a énormément de liquidation et qu'il n'y a pas assez de liquidité dans l'order book, et qu'en plus de ça, en fait, du coup, vu qu'il n'y a pas assez de liquidité dans l'order book, l'exchange n'est pas capable de clôturer comme il faut toutes les positions longues qui sont ultra perdantes. Pour éviter d'impacter la solvabilité de la plateforme, et que en fait tout le monde en pâtisse d'une certaine manière. Ce que les exchanges font, c'est que ils mutualisent les gains et les pertes. Et du coup, de ce fait-là, ceux qui étaient en short et qui étaient trop en bénéf ont été clôturés de force, c'est ce qu'on appelle l'ADL, pour compenser les pertes des gens qui étaient en long en fait. Donc en gros, les exchanges ont clôturé à la fois les longs où le prix allait très fortement contre eux, et pour ceux qui avaient le bon biais et qui ont parié à la baisse, il y en a beaucoup qui sont fait clôturer de force parce que les mecs étaient tellement longs et le prix est tellement parti trop bas que en fait les exchanges étaient obligés de couper les gains aussi des gens qui étaient short pour éviter que ça parte totalement en cacahuètes. Et en fait, la différence entre, par exemple, Hyperliquid et les autres exchanges, c'est que les exchanges, ils ont des insurance funds, notamment BitMEX, je crois qu'il y a un des plus gros insurance funds. Les insurance funds, globalement, c'est des fonds de réserve qui sont justement là pour pallier à ces moments-là et pour faire en sorte que les mecs qui avaient le bon biais et qui étaient en short et qui étaient énormément en PNL puissent être payés pleinement. Et ces fonds de réserve-là, ils sont financés par les frais de trading et par la marge de sécurité que les exchanges se prennent du côté des liquidations, de ma compréhension. BitMEX a un des plus gros insurance funds et vu qu'actuellement il y a quasiment plus personne qui trade dessus, les insurance funds qui se sont constitués, ils étaient en BTC parce que tout le monde tradait en BTC et maintenant ils ont quasiment plus personne à couvrir, donc je crois qu'ils se retrouvent avec 35 000 BTC. Du côté de Binance Future, j'ai regardé, c'est un insurance fund à hauteur de 1 milliard de dollars. Et donc quand Binance communique publiquement pour dire on a remboursé 238 millions de dollars à des gens qui ont été impactés par ça. C'est pas Binance en soi qui rembourse de l'argent, on va dire, de sa poche. C'est Binance qui utilise un fonds de réserve qui est constitué exactement pour ce moment-là et qui est financé, alimenté par les frais de trading et par les marges qui se prennent sur les liquidations pour couvrir ces gens-là. Donc en fait, c'est un cas qui est globalement couvert. Et c'est pas un geste particulièrement généreux, c'est juste quelque chose qui est par design sur l'exchange. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez ironique. Sur Hyperliquid, typiquement, il n'y a pas de fonds de réserve, il n'y a pas d'insurance fund. En gros, il y a un assistance fund qui est là pour buy back le token, mais il n'y a pas un fonds qui est là pour couvrir notamment les gens qui étaient trop en bénéf et qui ont été clôturés de force, typiquement. Par contre, ce que Hyperliquid a, c'est le HLP. Et en gros, le HLP, il se positionne de la manière suivante. Quand il y a beaucoup de gens qui sont liquidés, ils sont liquidés normalement dans l'order book. Ensuite, quand la liquidité, elle commence à baisser dans l'order book et que, en fait, les liquidations ont du mal à être exécutées, il y a le HLP qui se positionne en tant que backstop pour pouvoir assurer que les gens se fassent liquider. Et du coup, en fait, le HLP devient un peu le counterparty, c'est-à-dire que c'est lui à la place d'Hyperliquid qui essaye d'encaisser et d'absorber la pression vendeuse
pour que tout le monde puisse se faire liquider proprement. Et ensuite seulement, si il arrive plus à absorber parce que les liquidations sont trop grosses, bah à ce moment-là, ils auto-deleverage les gens qui sont trop en gain. Donc en fait, ça se passe un peu en 3 étapes. Là où sur les autres exchanges, il n'y a pas de HLP sur les exchanges centralisés, mais il y a un fonds de réserve, ce qu'on appelle un insurance fund, qui est là pour couvrir ce genre de cas. Donc Hyperliquid par exemple fonctionne d'une manière très différente. Le point positif, c'est que la majorité des gens qui ont été ADL, donc clôturés de force sur Hyperliquid, ont fini en gain. C'est ce que notamment Jeff, le fondateur, a tweeté. En fait, globalement, il y a beaucoup de gens qui se sont fait clôturer au short très très bas, ce qui leur a permis de réaliser des gros gains. Mais après, en même temps, c'est quelque chose qui est un peu difficile à entendre parfois parce que quand tu prends un short, t'as envie de rester short, t'as pas envie qu'on te force à clôturer ton short. Mais les plateformes font ça pour éviter que, en fait, toute la plateforme soit à risque et qu'ils puissent pas, et pour éviter qu'ils mettent tout le monde, tous les traders sur la plateforme en danger. Mais la conséquence de ça, c'est que typiquement sur Hyperliquid, l'open interest, donc la somme totale des positions ouvertes, a été réduite de 55% en quelques minutes. Donc globalement, tout le monde s'est fait enculer, ou au minimum, tout le monde s'est fait clôturer sa position. Et ce qu'on a vu, c'est un événement qui, je pense, n'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Bon, les chiffres, c'est difficile de pouvoir les comparer, de les mettre en... tu vois, typiquement, beaucoup de gens mettent ça en comparaison avec ce qui s'est passé pendant le Covid ou d'autres crashs pendant 2017, 2018, 2019. Mais le problème, c'est que les exchanges sont juste malhonnêtes parce qu'ils ne reportent pas bien les liquidations. C'est-à-dire qu'à part Bybit qui a pris la décision, je crois, il y a quelques mois ou un an, de dire, OK, nous, les liquidations, on les reporte vraiment, c'est-à-dire qu'on envoie la vraie donnée. Sur Binance, ce qui se passe, c'est que, en gros, ils envoient les liquidations régulièrement, mais ils le font par intervalle de temps régulier. Je sais plus si c'est quelques secondes ou une minute. Et au lieu de donner ce qui a été liquidé au total, de ce que j'ai compris, ils prennent la dernière liquidation dans cet intervalle de temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ils sous-reportent. Donc, en gros, ils donnent pas du tout la vraie donnée. Et pour moi, c'est une manière pour eux de protéger leur business et d'éviter de dire, regardez, tous nos users sont fait déglinguer, quoi. Et en plus de ça, je sais pas si t'as vu, il y a un peu comment dire, il y a plusieurs théories du complot entre guillemets. Il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens-là, notamment la baleine qui a shorté pour 400 millions de dollars sur Hyperliquid en 2 minutes. Hein. Donc le mec était vraiment pressé quelques heures avant le crash. Donc ça c'est assez intéressant. Et le deuxième point aussi, je sais pas si vous l'avez vu sur Twitter, c'est que en fait tout simplement il y a eu un problème de système d'Oracle chez Binance. Et ça a notamment déclenché des choses assez néfastes sur USDE, je crois sur BNB et Solana, et peut-être d'autres. Alors j'ai sûrement oublié des choses, hein. Mais globalement, il y a eu un problème d'Oracle pile avant le crash. Ou en tout cas, c'est peut-être ça qui a causé en partie le crash. Donc, avec ce qu'on voit, on saura jamais on connaîtra vraiment, jamais la vérité absolue. Mais je pense que Binance n'est pas inconnu et n'est pas tout blanc par rapport aux causes de ce crash-là. Alors après, est-ce que c'est juste une partie du problème? Est-ce que c'est la source du problème? C'est très compliqué à dire. Je vous invite à vous renseigner sur Twitter et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui dit un problème sur BETH, mais je crois que c'était le même truc sur le BSOL ou VRAP BNB. Il y avait un truc avec ça. Et aussi USDE aussi d'ailleurs. Donc voilà. Oui. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte que, par exemple, une plateforme comme Ethena, qui justement prend des positions sur les exchanges centralisés, notamment via les dérivés, ont tout simplement un avantage que personne n'a. C'est-à-dire que Ethena a des conditions de trading qui sont différentes de ce à quoi les autres traders peuvent faire face. C'est-à-dire que Ethena n'a pas de risque d'ADL. C'est-à-dire que Ethena a signé des contrats avec Binance et probablement d'autres exchanges pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'auto-deleverage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si le marché crash, eux, leurs positions short ne seront jamais coupées, alors que la position de n'importe quel trader peut se faire couper. Alors, d'un point de vue protocole et d'un point de vue risque systémique, franchement, GG à eux, parce que en soi, ça leur évite énormément de problèmes et je pense que ça évite une contagion qui peut être encore plus élevée, notamment en DeFi, parce que s'ils n'ont pas ça, ça peut les impacter, ça peut faire dépeg l'USDE tout simplement, parce que s'ils sont plus en delta neutral, voilà.
Mais en même temps, ça montre que les exchanges ne sont pas neutres et qu'il y a des gens qui trade sur les exchanges qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de trading au niveau du système global en lui-même par rapport aux autres traders. Ça met en évidence que les exchanges centralisés ne sont pas des plateformes neutres et que vous tradez contre des gens qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de trading que vous. Je me permets de mettre ce message. Effectivement, c'est bien de le préciser. Le DPEG de l'USDE, c'est passé que sur Binance. Il ne s'est pas passé en dehors. Donc, c'est pas l'USDE officiel qui est DPEG. Quand t'as ton USDE qui est en DeFi et hardcodé à 1 USDT, enfin $1 1 USDT en DeFi notamment sur AAV, ça sauve les miches. Alors après, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où je suppose que Ethena ont apporté énormément de garanties à AAV pour pouvoir avoir ce genre de mesures en place, qui est pas forcément une mesure dont beaucoup profitent, je suppose. Enfin, alors peut-être je suis pas super renseigné à ce sujet-là, mais du coup ça évite une contagion parce que si USDE dépeg, t'as des milliards de positions leveragées en DeFi qui dépeg. Et en fait ça peut être une cascade infernale parce qu'en plus de ça tu peux créer de la bad debt pour genre les money markets, style AAV, Morpho, etc. De ma compréhension. Et du coup, ça aurait pu être un effet un peu catastrophique parce que si les gens pensent que ça dépeg, alors ils vont retirer. Et puis en retirant, ça fait encore plus dépeg. Et puis en dépégant, ça liquide des mecs qui ont pris des boucles. Et en fait, globalement, en DeFi, tout le monde est incité à faire des boucles, en fait. Donc, ça aurait liquidé, je pense, des milliards et des milliards, voire peut-être plus de 10 milliards, je sais pas. Et ça aurait pu être cataclysmique, surtout en sachant que la liquidité en DeFi est inférieure à celle sur les exchanges centralisés la plupart du temps, quoi. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai loupé des choses. Je me suis quand même beaucoup renseigné sur ce qui s'est passé. Et c'est un beau shit show, quoi. Honnêtement, je m'attendais honnêtement que genre si on perdait un certain niveau, on est des belles liquidations, mais pas du tout de cette magnitude-là, quoi. Donc ouais, assez surpris de ce qui s'est passé. Et le vrai problème, c'est que au final, il y a beaucoup de gens qui sont crypto-natifs, donc des gens qui sont dans l'écosystème, qui sont actifs, etc., qui sont fait déglinguer. Et c'est de l'argent qui ne reviendra pas, quoi. C'est juste de l'argent qui s'est fait liquider et qui ne peut plus être injecté dans le marché. Et du coup, c'est un peu problématique parce que ça veut dire que les acteurs dans le marché qui sont actifs se sont appauvris. Alors peut-être pas Sisi, peut-être pas certains acteurs, j'en sais rien. C'est difficile de savoir. Encore une fois, avec des systèmes opaques, parce que encore une fois, on sait pas du tout ce qui se passe chez Binance, on sait pas du tout ce qui se passe chez OKEx, on sait pas du tout ce qui se passe chez Kraken, chez Coinbase, tout est opaque, donc on fait que deviner. Les seuls endroits qui étaient transparents, c'était la DeFi, c'était AAV, c'était je sais pas, Uniswap, c'était Hyperliquid, c'était toutes ces plateformes donc, qui sont fully on-chain et totalement transparentes. Donc voilà, moi je pense que le cas Ethena, GG à eux, mais ça montre clairement que y a des gens qui tradent avec des conditions différentes et qui sont avantagés par rapport à d'autres traders. Évidemment, ils apportent un gain économique significatif à ces plateformes centralisées, qui sont d'ailleurs au passage investisseurs d'Ethena et de d'autres projets, ou même de d'autres firmes ou d'autres market makers qui ont peut-être ces garanties. J'en ai aucune idée. Hein. Honnêtement, je parle d'Ethena parce que c'est ce qui a été entre guillemets rendu public, ou en tout cas c'est là où on a vu les rumeurs les plus sérieuses. Mais du coup, ce que ça montre, c'est que genre c'est pas même si tu fais tout bien, c'est pas un jeu qui est équitable, quoi. Non. Jamais. Mais du coup, je voulais te poser cette question, alors que ça s'est passé il y a quelques jours. Forcément, ça a laissé un froid. Pour essayer de comprendre comment toi, tu vois la suite de l'aventure. Parce que, comme tu dis, ça a refroidi des gens, ça a appauvri des gens. Peut-être qu'il y a des gens que ça a mis dans des positions difficiles, donc ça va les forcer à vendre des positions spot ou à liquider des entreprises ou autres. Donc toi, tu verrais les choses comment dans les prochaines semaines ? C'est un peu compliqué parce que quand t'as liquidé autant de personnes dans le marché, quand t'as vidé 50% de l'open interest Hyperliquid et de d'autres exchanges centralisés, les gens qui devaient se faire liquider se sont fait liquider. Je suppose. J'ai du mal à voir un enchaînement encore plus violent de liquidation. Donc en partant de ce principe-là, on a vidé le train. Et tu peux faire courir les gens après le prix parce que globalement ils se sont fait déglinguer et la majorité des gens se sont fait liquider et souvent on aime bien chasser beaucoup de gens avant de repartir dans un sens, c'est-à-dire qu'on aime bien liquider tous les shorts avant de pouvoir dump
On aime bien liquider tous les longs avant de pouvoir partir à la hausse. Mais cette fois-ci, c'est un peu hardcore parce que il y a vraiment beaucoup de gens qui ont perdu et je pense même des acteurs sophistiqués. J'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui parlaient du fait que il y a probablement des cadavres dans le placard qu'on n'a pas encore vu Ouais. ressurgir d'une C'est ce certaine que je pense manière. aussi. Et c'est un peu ce qu'on avait vu en 2021-2022, non? Quand il y 2022. avait Friaro Ouais. Capital, puis Terra Luna, puis tous ces trucs-là, en fait, ça s'était enchaîné. Alors, est-ce que ça va s'enchaîner comme ça? Moi, actuellement, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais je serais pas surpris de voir que, enfin, et d'apprendre qu'il y a des gros fonds ou des gros market makers ou, tu vois, des gros acteurs qui se sont fait casser la gueule, quoi. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les investisseurs de ces boîtes-là, est-ce qu'ils vont vouloir récupérer leur argent? Est-ce que ces entreprises-là, ils vont avoir besoin de liquider des assets? Toutes ces choses-là, c'est un peu compliqué. Donc, honnêtement, j'ai pas d'opinion forte là-dessus. Genre, je suis grave mitigé entre, à la fois, on a vidé le train et c'est la meilleure opportunité pour run parce que, enfin, globalement, les mecs qui étaient longs sur les dérivés, ils se sont fait sortir. Et puis en même temps, je me dis que peut-être sur le spot, ça peut avoir des répercussions. Après, je me dis que bon, voilà, ça fait quand même une semaine, un peu plus d'une semaine qu'on a eu cet événement-là, et que les gens qui devaient peut-être vendre du spot l'ont déjà fait. Je sais pas. Mais je pense que ça met encore en lumière que les altcoins, waouh, ce cycle, hein. Franchement, Ouais, bah les altcoins, c'est c'est. La phrase, elle va faire plaisir à certains, mais je le dis sans problème. Hein. C'est les Maxi avaient raison. Les Maxi avaient raison. Les BTC Maxi avaient raison. En vrai, on devrait tous être maxi. Après, est-ce que on prend des risques pour essayer de faire des coups à gauche à droite sur les altcoins et sur certains coins pour pouvoir obtenir plus de Bitcoin à la fin? Voilà. C'est chacun prend ses risques et approche la chose d'une manière différente. Mais au final, dans tous les cas, l'objectif, je pense, c'est d'avoir le plus de Bitcoin. Pour d'autres, c'est d'avoir plus de fiat. Évidemment, ce que je peux comprendre parce qu'on n'est pas tous aussi convaincus par la crypto que nous, par exemple. Mais c'est clair que c'est difficile à entendre. Tu vois, c'est difficile à entendre de voir BTC qui passe de 15 000 à 125 000 et de voir sur Twitter que globalement, personne n'est en ATH wallet, tout le monde s'est fait déglinguer. Difficile, je pense, pour beaucoup de gens. Ouais. Bah en fait, le résultat, alors c'est toujours plus facile de faire les comptes après coup, évidemment, mais le résultat, c'est que on a historiquement l'or, donc l'or physique ou l'or papier, qui était quand même une belle protection contre l'inflation. Aujourd'hui, Bitcoin rentre aussi dans ce jeu du digital gold. Pour le reste, on a quasiment tout qui a sous-performé Bitcoin, plus ou moins sur le long terme, et que le marché s'est professionnalisé avec de plus en plus de techniques pour extraire le retail. À l'époque, c'était les ICO, les pre-sales, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est un peu les airdrops où en fait ceux qui savent bien farmer, ils arrivent à profiter de l'occasion et puis tu as les autres qui entendent parler du projet un peu tard, qui vont acheter au TGE et très souvent qui vont servir l'exit liquidity des airdrops. Je prends pas le cas Hyperliquid parce qu'il a bien performé après sortie, tu vois, mais tout plein de projets qui sont sortis, qui ont été farmés, tu vois, le jeton il part à la cave. Et donc en fait, ce qu'on constate maintenant, c'est que voilà, faut se mettre en tête que l'or et Bitcoin, c'est des beaux actifs pour se protéger de l'inflation, et tout le reste, et j'inclus Ethereum dedans, c'est plus ou moins le casino. C'est jouer dans des périodes où oui, tu peux gagner de l'argent, mais tu as aussi énormément de périodes où tu peux en perdre et il faut en être conscient. Non, en fait, c'est très simple. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait une sorte d'analogie, de métaphore, de comparaison il y a un moment. Les altcoins, c'est quoi? C'est parier sur des équipes de Ligue 2 dans l'objectif ou dans l'espoir de les voir atteindre la Ligue 1 et idéalement de les voir remporter le championnat ou d'être dans les 3 premiers. Et concrètement, c'est quelque chose qui a peu de chances d'arriver, mais qui s'y arrive paye énormément. Le problème, c'est que, en fait, beaucoup de gens, je pense, se sont attachés à des coins qui n'ont aucune putain de valeur. Genre. C'est des coins qui n'ont pas de revenus qui vont les buy back, des coins qui ont été accaparés d'une certaine manière par des VC parce que parce que les projets ont besoin de se financer factuellement. Et le problème, c'est que vu que tout le marché des altcoins se performe mal, en fait, les VC, eux, leur objectif, c'est quoi? C'est de récupérer leur argent
Et dès qu'il y a un gagnant, bah en fait, les VC, ils vont vendre aussi le gagnant, ou en tout cas, ils vont prendre des profits sur le gagnant pour rembourser tous les autres perdants. Et en fait, tu te retrouves dans une mécanique où, bah en fait, il y a juste plein d'équipes et plein de projets qui se financent pour créer des tokens qui n'ont aucune valeur, qui sont accaparés par des VC, qui sont underwater, et quand je dis VC, au final, c'est investisseurs, influenceurs, tout ce que tu veux, et qui au final se retrouvent forcés de vendre et de prendre des profits pour au moins survivre et se protéger du pire, peu importe que le coin gagne ou pas en fait. Ouais. Donc la méta est clairement cassée. Je pense que la méta pourrait changer d'une certaine manière si on voyait plus de coins qui avaient un business model, des revenus. C'est ça en fait. Le problème, c'est qu'on a voulu financer tout et n'importe quoi, dont des choses qui soit ne sont pas viables, soit qui pourraient être viables, mais qui vont mettre énormément de temps à être viables. Et le problème, c'est qu'en crypto, c'est toujours une histoire de momentum. C'est toujours une histoire de narrative, c'est toujours une histoire de raconter une belle histoire, de faire FOMO les gens, de hyper les gens autour de ça. Et de créer quelque chose autour de ça. Mais le problème, c'est que si tu n'as aucune valeur intrinsèque qui back ton token et que c'est drivé par du momentum et une narrative, bah derrière, le problème, c'est que ça va s'essouffler. Par exemple, je voyais USDAI, tu vois. Alors peut-être que je vais totalement fut pour rien. J'ai vu des choses passer, on m'a dit des trucs et tout. USDAI qui se vante d'être un stablecoin qui génère du rendement sur du dollar et qui rapporte 2 à 3 fois ce que rapportent les T-bills, donc les obligations américaines. Ouais, au final, tu te rends du T-bills, ouais. C'est ça. Ils font d'autres prises de risque, ouais. Techniquement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont en mode, ok, bah on peut prendre vos cartes graphiques en collatéral, donc votre matériel, genre pour l'IA, on vous le prend en tant que collatéral, on le valorise, et en échange, on vous fait des prêts, quoi, en dollars. Et sur ça, ils gagnent un rendement. Dans la réalité, de ce que j'ai vu on-chain, ou en tout cas de ce que certaines personnes reliées, ça se trouve, c'est faux. Encore une fois, corrigez-moi dans le chat. 98% de l'USDI, c'était de l'argent qui était dans des obligations américaines. Et donc, en fait, peut-être que ça va prendre du temps, pour le moment. On te vend une narrative qui est relativement fausse. Et aujourd'hui, on te donne un APY qui est assez élevé, mais qui est peut-être totalement, qui est peut-être trop élevé et qui est tout simplement peut-être juste financé et incentivé par le projet en lui-même. C'est-à-dire que peut-être que eux, leur stratégie, c'est de dire, bah voilà, on lève 50 ou 100 millions, on donne 25 millions d'incentives sur X semaines ou X mois, on assure un APY aux gens, on les fait rentrer et après, on essaye de développer notre vision et faire en sorte qu'on arrive à réaliser ce qu'on avait en tête. Mais la réalité, c'est qu'à court terme, bah, juste tu crames du cash que tu donnes à ta commu et ton argent, il est dans des T-bills. Donc, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Et des exemples comme ça, en vrai, il y en a plein. En fait, je pense que les gens font pas leur devoir et qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore bloqués en 2017 ou en 2021 où ils disent que, bah, en fait, j'achète n'importe quel coin avec n'importe quel, qui est un token de gouvernance sans valeur et ça va bien se passer. Alors, ça peut arriver, hein, mais ce cycle-là nous a prouvé que, alors, il y a eu les meme coins, etc. Mais après, c'est encore autre chose, les meme coins. C'est encore autre chose. Mais ce cycle-là nous a prouvé qu'au final, il y a beaucoup de gagnants qui sont backés par des revenus. Si tu regardes Ethena, il y a un vrai use case, il y a des vrais revenus, il y a des vrais buybacks, ils ont une vraie distribution. C'est un des plus gros protocoles en DeFi, ils sont hyper distribués sur Aave, ils ont une boîte qui est listée sur les marchés américains, il y a un énorme programme de buyback, enfin genre c'est big. Ah, mais c'est la même chose. Simple. Tu vois, pour faire simple, DeFi, Dexperp et tout, le business, c'est quoi? C'est on te propose un service, tu payes des frais, donc tu as un business. Tu payes des frais, tu as un business. L'exchange, tu payes des frais de transaction. Index pour swap, type Uniswap et tout, bah, tu payes des frais pour swap. Voilà, il y a un business. Tout le reste, on te propose un rendement, soit par des T-bills, mais comme tu dis, ça va être 4 ou 5%. Mais quand on te propose un rendement supérieur, quasiment à chaque fois, il y a anguille sous roche. Et très souvent, c'est parce qu'on te vend, en fait, un token de gouvernance et on te dit, bon, bah voilà, si tu vends ton token de gouvernance, ça te fait de l'APY, etc. Mais le sous-jacent, il est inexistant, en fait. C'est de la magique Internet Money. Donc, ça tient le temps que ça tient. Mais le problème pour moi, même au-delà de tout ça, c'est que, ok, disons, partons du principe qu'on va s'intéresser qu'aux projets qui génèrent du revenu. Ok. Donc, par exemple, je prends Ethena, qui génère beaucoup de revenus, qui ont un vrai business, etc. Ethena ont des émissions et des unlocks de bâtards. C'est-à-dire que le market cap aujourd'hui est infiniment plus haut qu'il y a 1, 2 ou 3 ans,
Mais le prix du jeton, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que même quand tu trouves le protocole qui réussit, qui fait du revenu, en fait, tu te fais diluer en boucle, en fait. Et en fait, les gens ne comprennent pas sur quoi ils spéculent. Et par exemple, Amy, par exemple, il parle des tokenomics, etc. Alors, les tokenomics, ça explique des choses, ça explique pas tout, mais ça explique pas mal de choses. Genre, même quand t'as des bons projets qui génèrent du revenu, si les tokenomics sont mauvaises, tu te fais casser la gueule parce qu'en fait, tu te fais diluer constamment par des émissions, par de l'inflation sur du staking, par des unlocks au final qui vont avoir un impact négatif sur le prix, qui dépassent largement les revenus. Tu vois, je pense que c'est aussi les peurs que les gens ont, par exemple sur Hyperliquid, c'est que la team a, je crois, je sais plus si c'est 20 ou 20 ou 25% des tokens, un truc comme ça, qui aujourd'hui sont valorisés des milliards. Et globalement, les gens se disent, bah en fait, si la team vend, et bah ça va clairement, la pression vendeuse que ça va amener va clairement dépasser les revenus qui sont utilisés pour buyback. Et c'est vrai. Donc, même quand tu as trouvé le bon projet qui fait les bons revenus, faut trouver un token qui est aligné entre le projet et ses holders et ses fondateurs. Et c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, le médium, le moyen d'échange, il est pas aligné. Genre, tout le monde n'a pas les mêmes conditions, et il transmet pas de la même valeur. Genre, c'est la même chose par rapport à Uniswap. Uniswap, je voyais des tweets aujourd'hui passer. Un des protocoles qui a généré le plus de fric en crypto, les plus successful, c'est un 0 to 1, c'est ultra innovant. Et ben, encore aujourd'hui, tous les putains de revenus, ou en tout cas une énorme partie de ce que moi je sais, se font capturer par Uniswap Labs. C'est-à-dire que toi, t'es sur le bon projet, qui fait du revenu, qui marche, qui est genre populaire, que tout le monde utilise directement ou indirectement. Et au final, bah c'est même pas retranscrit dans le token. C'est genre la team qui juste récupère tout et il y a rien qui finit dans le token en fait. Donc le problème c'est que les gens ne comprennent pas dans quoi ils investissent. Ils se disent ça c'est un bon projet, je l'achète. Mais c'est pas ça le raisonnement. C'est un bon projet, j'achète. Enfin, en tout cas, c'est peut-être ce qui marchait. Ça marchait avant, c'est ça. Aujourd'hui, le marché, il est plus sophistiqué. Il y a des acteurs qui sont plus avancés. Les gens gagnent aussi en connaissance. Les gens se sont fait niquer. Ils veulent pas se faire niquer et ils veulent avoir des moyens de spéculer sur la réussite des projets qui sont très alignés avec la team et avec l'ensemble des gens qui interagissent avec ce protocole-là. Et on le voit. Et aujourd'hui, pour moi, des protocoles qui vont dans ce sens-là, il y en a très très peu. Mais très 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 peu. Genre, honnêtement, je casse les couilles avec Hyperliquid, mais pour moi, c'est le projet qui a la meilleure tokenomics et qui se rapproche le plus de ça. Donc, et il y a la guerre des perpdex, et il y a des narratives autour de ça, et genre et il y a du farming. Et moi-même, je farm extended en ce moment, je farm lighter, mais sans aucune sans de grosses attentes, honnêtement. C'est plus pour comprendre comment tous ces trucs-là fonctionnent et si je rate un truc. Mais le problème, c'est qu'ils ne réussiront jamais à reproduire ce que HL a fait parce qu'ils ont forcément été obligés de prendre des financements externes. Et à partir de ce moment-là, genre, t'as beau avoir les plus gros revenus, si les VC, ils sont down bad, ils ont perdu beaucoup d'argent sur tous les autres projets dans lesquels ils ont investi, ils vont juste TP, donc prendre des profits, et ça va enculer la pression hacheuse que tu vas avoir avec le buyback. Et puis, genre, des gens qui sont capables de mettre beaucoup de fric en buyback dans un token, c'est compliqué parce que déjà, il faut le revenu, et après, il faut avoir l'envie. Il faut avoir les couilles de te dire, en tant que fondateur, et ben moi, ça me pose aucun problème d'attendre 5 ans ou 6 ans, 7 ans avant de toucher à mes tokens ou de pouvoir me financer de cette manière-là. Alors après, il y a la fondation. Genre, je sais pas si tu as vu dernièrement, la fondation a vendu des hype en ETC. Ouais, quelques millions, c'est ça? Je crois que c'était 1,5 ou 1,75 millions de dollars. Un truc comme ça. Ah, c'est si peu? Il me semblait que c'était plus que ça, ok. Moi, ce que j'ai vu, c'était ça. Donc voilà. Mais clairement, pour moi, le problème, c'est le problème d'alignement entre genre les projets, leur réussite et le moyen d'échange et de spéculation sur ces projets-là. Et on le voit de plus en plus et on le voit en boucle. Alors après, peut-être qu'on va avoir un moment où ce sera totalement débile et le marché va repartir de manière verticale, etc. Mais honnêtement, ça commence à être long là. Ça commence à être long dans le sens où, honnêtement, le marché a l'air plus sophistiqué qu'avant. Les gens font beaucoup plus attention. Et franchement, je sais pas si on revivra un moment comme avant, ou en tout cas, ce sera pas de la même ampleur. Je pense que les gens ont réalisé aussi qu'ils avaient acheté des trucs qui étaient totalement survalorisés. Et les gens continuent de hold ces tokens, non pas par conviction, mais juste dans l'espoir que tôt ou tard, ces tokens fassent x5 ou x10 sur un malentendu. De toute façon, pour résumer, encore une fois, les gars, là, on fait un petit peu le débrief de ce qu'on a appris. C'est toujours plus facile après coup. Mais on peut résumer au fait qu'on est sur un marché qui est une bulle. C'est une bulle.
Mais à la différence que dans le marché action, la bulle, elle a fait beaucoup de perdants. Il y a eu, bon, ils ont levé des fonds, il y a eu des salaires et tout. Nous, on est sur un marché, ça je veux vraiment que vous le compreniez, on est sur un marché actuellement où la logique voudrait que la quasi-intégralité des altcoins aille à zéro. La réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ça va repartir alt season, etc., etc. Et en plus de ça, si vous faites des conférences, vous allez voir des stands de plein de projets. Et des projets, vous entendez même plus parler depuis la nuit des temps, genre Neo, l'Ethereum chinois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as ces projets-là qui ont levé énormément d'argent et qui ne peuvent pas vider la caisse parce que potentiellement, les régulateurs, ils vont venir toquer, ils vont leur casser la gueule. Ouais, c'est juste les investisseurs même. Oh, ouais. Ouais, ou aussi, mais je pense qu'ils s'en branlent des investisseurs. Ils ont plus peur des régulateurs, des États qui ont vraiment le pouvoir de leur mettre la misère. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils existent, voilà, ils font du marketing, ils font des stands, ils salarient des gens pour justifier d'une activité commerciale, justifier le salaire, et ils survivront autant de temps qu'ils pourront survivre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vendre directement. Donc au lieu de vendre, ils font de l'argent via des salaires. Voilà. Donc, tant qu'on aura ça, vous aurez de manière perpétuelle des projets qui vont lever, qui vont avoir une grosse masse salariale et qui vont plus ou moins faire semblant de travailler. La réalité aussi, c'est qu'au bout d'un moment, frère, s'il y a 1000 projets qui se lancent par an, il peut pas y en avoir 1000 qui réussissent. Enfin, factuellement, Oui, au bout d'un évidemment. moment, c'est aussi ça le monde des startups. Le monde des startups, c'est les VC qui financent genre plein de boîtes. Enfin, alors après, il y en a qui ont des approches différentes, mais globalement, ils financent plein de boîtes et ils espèrent qu'il y en a peut-être 2 ou 3% qui vont devenir énormes et 70% ou 80% sur le reste vont aller à zéro. Le problème, c'est que ça, enfin, globalement, le monde des startups, c'est le monde des altcoins, parce que chaque altcoin est plus ou moins une startup, quoi. Mais les gens ne réalisent pas ça et ils ne comprennent pas le risque de ça, en fait. Enfin, bon, après, de toute façon, je pense que la majorité des gens sur le stream l'ont bien compris. Ils ont suivi pas mal le marché, ils suivent les masterclass depuis un moment. Mais je pense que c'est ça. Après, voilà, moi honnêtement, je me prends plus la tête. Je me mets dans des trucs sur lesquels j'ai énormément de conviction, que je me vois hold, notamment Bitcoin, notamment Hype. Et franchement, en dehors de ça, c'est uniquement des plays court terme. Par exemple, mon trade sur sur Ether, j'ai perdu de l'argent parce que c'était plus genre un coup de momentum. Au final, bon bah le marché a tout liquidé. Plasma, pareil, j'ai tenté quelque chose, je me suis fait couper sur les dérivés en légère perte, mais après mon spot, je l'ai gardé et après je l'ai vendu en perte à moins 40%, un truc comme ça, un truc du style. Donc voilà, c'est pas tout rose. Enfin, moi aussi, j'ai perdu de l'argent avec les événements récents. Je pense que, enfin, c'est très minime parce que de toute façon, j'avais fait un run de malade, notamment sur Aster, etc. Et puis, enfin voilà. Donc en gros, moi, j'ai des bagues dans lesquelles j'ai des convictions. BTC hype. Globalement, tout ce qui est en dehors, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'ai aucune conviction de long terme en fait. Et après, je vais essayer de faire des plays sur genre une petite partie de mon folio en prenant relativement peu de risques. Par exemple, Aster. Aster, tout le monde en parlait, plus personne en parle, ça corrige. Sisi l'a totalement endorse. Et je pense que ça va être compliqué pour, tu vois, un mec comme Sisi de rétro-pédaler et de dire, bah non les gars, le perpdex de Binance, c'est plus Aster, c'est Shitster, je sais pas, c'est un autre truc, on sait pas, tu vois. Ou même ça va être compliqué pour Sisi de faire build un truc in-house. Enfin, Aster, ça l'est plus ou moins d'une certaine manière. Enfin, c'est plus ou moins une acquisition, fusion, enfin, c'est bizarre. Donc, c'est pour ça que je pense que, par exemple, sur le genre de trucs et de tokens comme Aster, qui, en plus de ça, enfin, les perpdex et les produits dérivés, c'est ce qui fait le plus de cash en crypto. C'est pas débile. Après, genre, il y a des valeurs sûres, des trucs, enfin, des valeurs sûres, des trucs qui sont assez résilients et qui ont des très bonnes métriques, genre type AAV. Après, il y a des trucs qui tiennent toujours et qui sont relativement, mais genre typiquement à BNB, c'est quand même BNB, voilà, je savais. Binance, c'est le plus gros exchange au monde pour la crypto. Sisi, c'est un des hommes les plus puissants de l'industrie. Ils font un nombre incalculable de profits. Enfin, c'est titanesque. Je crois qu'on est au moins sur plus d'1 milliard de profits par mois. Là où, par exemple, Hyperliquid en fait 1 à 1,5 milliard à l'année, pour vous dire à quel point Binance c'est infiniment plus gros. Surtout que Binance prenne des... En vrai, même si HL faisait le même volume que Binance ferait plus d'argent parce qu'ils ont plus de frais. Donc,
Et plus de produits, plus adressés au retail, les apps mobiles, et j'en passe. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est compliqué. Moi actuellement, honnêtement les gars, moi c'est très simple, c'est j'ai l'immense majorité en stablecoin. J'essaye de farmer des trucs à gauche à droite. Là en ce moment je réaccumule du hype progressivement. Et après BTC. Et après pour moi honnêtement c'est bête à dire mais le marché crypto je pense il m'a tellement dégoûté que bah TradFi, genre Ouais. les actions, les indices. Parce que c'est là Bah, où genre les intérêts, enfin les actionnaires sont les plus et les spéculateurs et les détenteurs et les investisseurs sont les plus respectés parce que genre leurs intérêts sont relativement alignés avec ceux de la team et ceux de l'entreprise au global parce qu'ils enfin ils ont des vrais droits sur la société et enfin j'ai l'impression d'acheter quelque chose qui a plus de valeur qu'un un token pour enfin en comparaison hein, parce que enfin la majorité des protocoles globalement c'est de la merde leur token quoi mais ça arrive qu'il y ait des choses bien, tu vois. Mais la TradFi, moi, c'est ce qui m'a permis de, enfin, et c'est là où, genre, l'espérance de gain, elle est assez bonne aussi. Alors, c'est pas là où je vais faire x100, hein, qu'on soit clair, hein. Et je peux comprendre que certains visent des multiplicateurs délirants et que s'ils se disent qu'ils les auront jamais en TradFi, et ça, je l'entends. Après, la question, c'est à quel point vous voulez avoir une espérance de gain qui est élevée enfin, globalement, genre une sorte de, enfin, des probabilités que vous fassiez de l'argent qui sont élevées, mais un retour sur investissement qui est plus faible. Ou est-ce que vous voulez avoir peu de probabilité de réussir, mais si jamais vous réussissez, genre avoir des ROI qui sont totalement délirants, quoi. Bah, Donc, c'est ça. Est-ce que vous préférez jouer à la roulette au casino ou est-ce que vous préférez faire de l'investissement? Ça se résume à ça. De toute façon, c'est simple, hein. Le marché mi-crypto évoluera et on aura très probablement des belles choses. Mais moi, je pense que ce qui est important de se dire, c'est que de toute façon, vous le verrez si vous avez la chance de parler avec des gens qui ont vraiment fait du fric et qui ont vraiment perdu du fric sur ce marché. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire des rotations sur de l'immobilier ou sur le marché action. Le nombre incalculable de personnes là qui bougent à Dubaï ou quoi parce qu'ils veulent faire de l'immo, parce que faire de l'immo en France ça pue la merde apparemment. Voilà, il y en a plein, marché action. Et après il y a les gens qui ont eu un certain profit ou qui visent un certain profit hypothétique sur les altcoins et qui rêvent en fait chaque jour d'avoir une altseason, etc. Moi je vous le dis, et je suis le premier fanatique d'altcoin historique, vous le savez si vous me connaissez depuis longtemps. Je vous dis pas de dégager tous vos altcoins, c'est fini et tout, mais de vous surexposer aux altcoins, c'est vous offrir l'opportunité d'être aigri, de perdre goût à la vie, de juste vous empoisonner en fait. Parce que regardez, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi? Dès que ça pousse un petit peu, on se reprend un flash crash, on se reprend une dinguerie et tout, et c'est retour à la case départ, et on voit BTC s'envoler, et on voit l'or s'envoler, et on voit les actions américaines s'envoler, et on passe à côté de tout en fait. Mais en fait, le truc, c'est que, enfin, factuellement, je vais me faire insulter, mais j'en ai plus rien à foutre. Le cycle en soi, il était relativement simple. On a eu les ETF, tout le monde disait que les incitations allaient arriver et acheter nos bagues. Tout le monde a vu les infos sur BTC. Personne n'a acheté du BTC. C'est vrai. Factuellement, genre. Factuellement, C'est vrai. en 4K, on a vu BlackRock se dire, on va peut-être aller sur Bitcoin, puis on va soumettre une demande pour avoir notre ETF, puis ils ont eu l'ETF, puis on a eu une quantité astronomique d'argent qui est rentré dedans. Et le premier réflexe des gens, ça a été de mettre de l'argent dans des altcoins, versus mettre de l'argent sur Bitcoin où vous avez des garanties qu'il y ait de l'argent qui rentre. Enfin, genre honnêtement, au bout d'un moment, quand Bitcoin il fait de 15 000 à 125 000 et que genre la majorité du marché est rect, alors que la narrative c'est les institutionnels arrivent sur le marché et sont en train de se positionner super fortement, ouais, je suis en mode bon bah force hein, au bout d'un moment. Enfin, c'était clair, c'était ouvert de tous. La donnée, elle est publique en plus sur l'argent qui rentre, sur les tendances, sur toutes ces choses-là. Alors évidemment, vous n'allez pas faire x15 ou 20 sur Bitcoin, à part si vous avez eu le bottom absolu et que vous sortez au top absolu, ou vous êtes sur un horizon de temps qui est beaucoup plus long. Mais voilà, enfin, factuellement, on a eu ça sous les yeux et c'est ça que je trouve. Enfin, même, on a eu les treasury company avec MicroStrategy, avec la même chose sur Ethereum et tous ces trucs-là. Donc, c'est juste que je pense. Ethereum, il a fait du mal par contre. Moi, je pense que
Picsou bug ou c'est moi qui bug? Ah, je crois que j'ai perdu Picsou et il revient, c'est bon. Ouais. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, il y a Ethereum qui nous a fait beaucoup de mal. C'est vrai que moi, ça a été ma big déception Ethereum personnellement. Ça, je m'attendais à beaucoup plus d'Ethereum. Et le problème, c'est que Bitcoin, il a aucun concurrent, mais Ethereum, il a des concurrents tous les jours. Alors, c'est le plus gros, c'est plus décentralisé que Solana, machin, bidule truc, je sais. Mais il a quand même un nombre incalculable de concurrents. Et quand tu vois Tempo, Bystripe, quand tu vois Plasma pour la blockchain des stablecoins et Arc de Circle et plein d'autres blockchains qui vont arriver, Ethereum perd ce côté-là ultra prestigieux. Et en plus de ça, les Layer 2, pour le moment, c'est pas une réussite absolue. Ça pourrait changer par la suite, hein, mais pour le moment, c'est pas une réussite absolue. Et je pense qu'ils vont essayer de redonner plus de force au Layer 1 au fur et à mesure des mises à jour. Mais même je regardais là, regarde Solana. Au final, Solana ce cycle x10, voire x15, même plus. Ouais, depuis le bottom. Depuis le bottom. Ouais. Mais le bottom, on y est resté 1 an quand même. Tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, je sais pas, on n'est pas là pour vous donner des leçons, vous dire ah vous avez si mal fait. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, genre il y a BTC a quand même bien performé, Ether ça a été de la merde, Solana a bien performé, et la narrative c'était les instituts et c'est ça qui est payé. Et puis maintenant le marché il se complexifie, il se professionnalise, il s'institutionnalise. Et maintenant, il faut avoir des bases très très solides et un moyen de spéculation, à savoir le token qui est aligné avec les intérêts de tous et qu'il n'y ait pas des acteurs qui soient ultra privilégiés et avoir des bonnes tokenomics. Et c'est très difficile pour la majorité des projets. Voilà. Je voulais juste rebondir juste sur un truc parce que je vois qu'il y a des gens qui parlent d'hyperswap dans le chat. Je veux pas faire l'aveugle. Honnêtement, les gars, moi, j'ai pas toutes les infos. Je sais qu'il y a le TGE demain. Je sais qu'il y a des conflits sur certains trucs par rapport aux investisseurs, etc. Moi, je peux pas commenter là-dessus. J'ai pas toutes les informations. Je pense que c'est juste à la team de communiquer là-dessus. Donc voilà, juste pour clore le sujet, franchement, les gars, j'ai pas plus d'informations que vous actuellement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, pour les pseudo-narratifs, parce que les gens aiment bien les narratifs, pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'Hyperliquid, faut le dire, hein, Hyperliquid déjà a fait le TGE du siècle avec airdrop de malade, et maintenant, il y a un nombre incalculable de perpdex qui veulent manger du gâteau. On l'a vu avec Asperdex. On va vous parler de Paradex sur Coin Academy. Toi, Léo, tu disais que tu farmais un petit peu, enfin, tu testais un petit peu Extended et Lighter. Il y a aussi HX, il y en a plein d'autres. Potentiellement, il y a des choses à faire. Parce que les decks, ça fait des sous, qu'ils ont bien compris la réussite d'Hyperliquid et qui peuvent potentiellement essayer de tirer leur épingle du jeu. Alors, pas de promesse, évidemment, mais forcément que dans le lot, il y en a quelques-uns qui vont peut-être faire des airdrops intéressants pour ceux qui étaient là au début ou qui ont su farmer correctement. Donc n'hésitez pas, Coin Academy / airdrop. On vous explique déjà comment faire et on va continuer de vous expliquer comment faire. Et il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que nous, par exemple, Coin Academy, on vous a fait des articles airdrop. Voilà, soyons transparents. On a mis des liens affiliés. Donc les gens qui ont créé des comptes via les liens affiliés, qui ont fait un petit peu de trading, qui ont payé un petit peu de frais, ils nous ont rapporté des points. Ça fait des petits sous par-ci par-là. Donc déjà sur l'affiliation, vous pouvez faire des points, vous pouvez faire des potentiels tokens. Juste, on n'est pas milliardaire avec ça, hein, qu'on soit clair. Non, clairement pas. non, mais clairement pas. Mais ça permet de voir un petit peu, tu vois, de faire des petits sous-sous à gauche à droite. Ensuite, tu as les volts. Très souvent, tu peux déposer des fonds dans des volts. Voilà, si vous n'avez pas envie de trader, que vous n'aimez pas les produits dérivés, les trucs comme ça, vous pouvez faire travailler vos stablecoins et toucher un rendement et en plus gagner des points pour vous rendre potentiellement éligible à un airdrop. Après, il y a parfois des marchés spot. C'était le cas d'Aster, Dex, même si je ne pense pas que tu faisais beaucoup de points avec le marché spot. Ça va être le cas de Paradex, ça va être le cas d'Extended, je crois. Donc, il y a des choses à faire en spot aussi. Et puis, pour ceux qui veulent faire du farming, bah, vous pouvez faire du delta neutral. Vous pouvez prendre des positions sur les dérivés où vous les tenez 10 secondes si vous voulez faire énormément de volume. Vous pouvez les tenir plus longtemps si vous pensez que vous allez gagner plus de points en tenant des positions longtemps. Évidemment, faites attention avec les leviers. Mais voilà, il y a beaucoup de plateformes plus ou moins intéressant. Si tu veux. Et voilà, et je te laisse enchaîner. Du coup, par exemple, sur Extended, moi j'ai mis de l'argent dans le Vault. Et enfin, globalement, tu gagnes des points à mettre de l'argent dans le Vault. C'est un truc sur lequel tu gagnes de l'argent historiquement. Alors après, évidemment, les performances passées comment dire, ne garantissent pas les. Exactement. Mais
genre par exemple mettre dans les vaults ou le LLP de Lighter ou toutes ces choses-là, ça reste, je pense, un moyen d'accumuler des points tout en gagnant de l'argent historiquement, plutôt que de vous brûler les ailes à essayer de cramer de l'argent avec des frais. Alors après, Lighter, vous pouvez choisir de payer ou non des frais en fonction de la latence, etc., que vous tolérez. Je crois que Extended, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, t'as un mode pro et t'as un mode normal, quoi. Donc voilà. Et donc moi, je me focus honnêtement sur delta neutral sur ces plateformes-là de manière passive et les vaults. Mais les vaults officiels des plateformes. Oui, voilà. Et à côté de ça, moi, mon plus gros play de loin, mais de très très loin, c'est Units et Trade.xyz. Pour moi, c'est vraiment ça le futur. En fait, si tu réfléchis bien, t'as Hyperliquid qui globalement vaut 35 milliards, ok, qui ont émis 30% de leurs jetons, etc. Sur Hyperliquid, t'as plein de projets. Mais quel est le projet qui a été le plus soutenu par Hyperliquid et qui est le moins susceptible de se faire détrôner? C'est Units. C'est une pièce maîtresse de Hyperliquid. Shoku, qui est le fondateur, est très proche de Jeff. J'ai du mal à voir dans quel monde Unit ne profite pas de la croissance d'Hyperliquid ou se fait remplacer. Et en plus de ça, dernièrement, Unit, ils ont lancé ce qu'on appelle Trade.xyz, que j'ai partagé à plusieurs reprises dernièrement sur Twitter. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un front-end, d'avoir un terminal de trading où vous pouvez trader tous les assets, spots et dérivés d'Hyperliquid sans frais supplémentaires. Et en plus de ça, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils vous permettent de trader via les dérivés des assets TradFi comme l'US 100, enfin le Nasdaq 100, etc. Je suppose qu'ils vont lancer d'autres choses, notamment le S&P 500, peut-être des choses autour des obligations, peut-être le DXY d'une certaine manière, je sais pas, ou l'heure USD, ou genre j'ai vu qu'il y avait JJ, qui était un des fondateurs de Unit, qui avait tweeté sur le fait qu'il voulait aussi lister des actions, et notamment des entreprises pré-IPO, je crois, à confirmer. Donc moi, Ventures et la majorité des autres projets HL, pour moi, il y a trop d'incertitudes. Et même, disons, que ça se passe bien et qui TGE, la valorisation de ces projets-là, elle va être assez compliquée. Enfin, ça va être compliqué de valoriser ces projets assez chers. Alors qu'avec Unit, on a à la fois le tokenization layer de Hyperliquid. Donc Unit permet à n'importe qui de trader des assets spot sur HL et de manière très très simple, sans KYC. Et je pense que c'est ce qu'on a vu et que ça réussit, parce que on a vu des whales, donc des baleines arriver avec 3 milliards de dollars de BTC, vendre du BTC et acheter de l'Ether super simplement. Donc c'est vraiment super solide. Et maintenant, ils lancent leur terminal de trading, leur front-end, où ils n'ont pas de frais supplémentaires par rapport à HL. Donc, en gros, tout le monde va vouloir trader dessus. Parce qu'en plus de trader les assets d'HL, tu vas pouvoir trader les produits dérivés sur des actifs de la TradFi ou même des indices. Et est-ce que c'est pas ce dont on a toujours rêvé en crypto? Et est-ce que c'est pas là où on est susceptible de voir des énormes volumes, des énormes revenus, et donc probablement le protocole bâti sur HL le mieux valorisé et le plus difficile à prendre? Pour moi, de loin. Et clairement, Unit n'ont pas de système de points. Ils n'ont jamais communiqué sur quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est pas le style de la maison. Et je pense que ce serait bête de pas en profiter. Dans le sens où, même s'il n'y a pas de garantie de points ou d'airdrop, historiquement, c'est quand même dans ce genre d'approche qu'on a les meilleures surprises. Jito, ils n'avaient pas partagé le fait qu'il allait avoir un airdrop. Et ça a pump de zinzin. Uniswap, c'était pareil. Hyperliquid, ça a un petit peu changé. Mais en fait, les formules étaient tellement compliquées. Enfin, c'était assez compliqué à déterminer que ça a plutôt bien marché. Alors que pour moi, les projets où il y a un système de points et que genre c'est hyper facile de comprendre ou même c'est mis en avant de comment gagner des points, type Aster, globalement, ça incite des acteurs très sophistiqués à se positionner, à former de manière industrielle, qui vont derrière juste chercher un ROI. Et ces mecs-là, ils vont se dire, écoutez, quand la formule elle est trop claire pour les points, en fait, tu as juste des market makers, des VC, des fonds liquides, etc., qui arrivent et qui vont se dire, écoutez, nous, on va former comme des chiens, on estime parfaitement la formule, on a complètement compris comment avoir le plus de points, on va profiter du système au maximum, on va poser nos stables et faire tout ce qu'il faut pour avoir ces points-là, et peut-être qu'au TGE, ce sera valorisé X et que notre part, elle vaudra Y, et ça voudra dire que quand nous, on aura farmé, et peut-être que ça veut dire que sur 3 mois, on aurait eu un APY de 500% ou de 1000%. Et donc, quand tu as ce genre d'incentives qui sont factuellement faciles à capturer et où en fait, il y a des acteurs qui peuvent se positionner à grande échelle, en fait, c'est là où en fait, tu as le plus de pression vendeuse au TGE.
Et c'est là où il y a le moins d'intérêt parce qu'en fait, le farming est hyper clair. Et je pense que c'est ce qu'on a vu sur Aster. Sur Aster, on te disait littéralement genre comment avoir des points. Genre la formule, elle était limite publique. C'était multiplicateur de X si tu hold ta position, multiplicateur de Y si tu fais. Enfin, ça sert à quoi de faire des points si tu dis exactement quoi faire aux gens. Alors après, évidemment, je comprends que des projets ont besoin d'aiguiller les gens vers certaines choses. Et c'est forcément très utile de pouvoir aiguiller les gens vers certaines choses, notamment via un système de points, parce que toi, tu peux capturer de la valeur très facilement. Si ton objectif, c'est qu'ils apportent de la liquidité quelque part, ou qu'ils fassent du volume, et que c'est ça ton objectif en tant que startup, en tant que protocole, etc., bah, voilà, les points, c'est un moyen d'arriver à tes fins. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est juste cannibalisé et c'est juste accaparé par très peu d'acteurs. Et c'est pas ce que tu as envie de voir. Tu as envie de voir quelque chose qui est très bien distribué, avec une utilisation qui est relativement organique, même s'il y a des points. Donc à partir du moment où il y a des points, c'est moins organique, de facto. Mais quelque chose qui a encore de la valeur et qui a encore du sens après un système de points. Et je pense que c'est ça que les gens, ce à quoi les gens ils réfléchissent pas, c'est est-ce que j'utiliserais ce produit s'il n'y avait pas de points? Si toi, tu utiliserais ce produit-là s'il n'y avait pas de points et que le produit est assez bon, pour moi, c'est-à-dire que le produit a un avenir. Après, dire que le produit a un avenir, ça ne veut pas dire que le token a un avenir. C'est deux choses qui sont différentes. Parce que les tokenomics, l'utilité, tout ça, les revenus, vous connaissez. Mais si c'est un produit que dans tous les cas, tu n'aurais pas utilisé et que tu n'auras pas envie d'utiliser après et que tu farmes des points, en fait, là, tu farmes juste des points pour des points qui derrière vont être genre super mal valorisés, tu vas être super dilué et ça n'aura aucun intérêt. Donc en fait, soit faut farmer des projets qui n'ont pas de points et qui ont un intérêt ou utiliser dans tous les cas, soit des produits qui ont des points mais qui sont pas hyper explicites et que vous utiliserez dans tous les cas parce que c'est là où vous allez capturer le plus de valeur. Et même au bout d'un moment, faut brancher son cerveau et faut se dire, ok, quel est le projet qui est susceptible d'être le mieux valorisé en plus de toutes les réflexions que je vous ai données. Et à partir de ça, je pense sincèrement qu'on peut prendre de vraies bonnes décisions sur quoi farmer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui se disent, oh, il y a un système de points, allez, moi, je vais prendre le prochain plus gros airdrop parce que j'ai vu 40 000 mecs faire un trade avec leur lien référal et parce que, voilà, tout le monde le dit, donc c'est qu'il faut le faire. Unit, beaucoup en parlent, peu le farm. Et je vois beaucoup plus de trades sur plein de choses à côté d'Unit que sur Unit. Alors que pour moi, en soi, c'est un des trucs les plus intéressants. On nous a toujours parlé de tokeniser des assets et de pouvoir trader des assets TradFi. Maintenant qu'on peut le faire, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Et j'ai l'impression que personne ne voit l'opportunité. Alors évidemment, j'abuse. Ouais, c'est le début après, Léo, parce que les actions tokenisées, on en a sur Ando, t'as StockX, t'as des trucs sur Solana, mais tu sais, c'est pas très liquide, c'est pas très mis en valeur. Et là, ça commence. Ouais, et là, ça commence seulement sur. Ouais, là, ça n'a rien à voir parce que c'est des produits dérivés. Des produits dérivés, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, t'as pas genre des produits dérivés peuvent être beaucoup plus liquides, beaucoup plus facilement parce que déjà t'as un effet de levier. Donc genre, enfin c'est et parce que genre, enfin t'as un oracle que tu dois respecter, que tu suis. Enfin mécaniquement, c'est beaucoup plus facile. Moi, de ma compréhension, l'objectif de Unit, ça va être quoi? Ça va être de faire péter les produits dérivés, d'avoir une traction de bâtard. Et si et seulement si ils arrivent à ce moment-là, arriver avec une tokenisation des actifs sous format spot. Mais seulement après ce moment-là. Et je pense que c'est ce vers quoi ils dirigent. Et je pense que l'approche par les produits dérivés, c'est la solution pour avoir le plus de traction sur ces trucs-là, parce qu'on voit que jusqu'à maintenant, en spot, ça a peu de traction. Alors après, ça a un intérêt, parce que moi, par exemple, j'ai accès à trade.xyz, et par exemple, je me fais KYC onboardé sur Ondo, et je pourrais très bien être delta neutral sur Unit et sur Ondo, parce qu'en fait, je pourrais acheter, par exemple, genre l'indice, l'ETF ou l'action, et le shorter de l'autre côté. Alors évidemment, ça a des risques parce que c'est un mode de marge qui est isolé, c'est pas du cross, et puis genre en mode c'est encore un produit jeune, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de le manipuler, peut-être que Sisi va vouloir faire une dinguerie, je sais pas, tu vois. Mais c'est quand même, par exemple, l'US 100, c'est infiniment moins volatile que BTC, ou même que TH, ou même Sol. Genre si l'US 100, genre il prend 1% dans une journée, c'est déjà une dinguerie, genre. C'est-à-dire que genre même avec un levier 5 ou un levier 10, j'incite pas les gens à prendre des leviers de ouf, mais factuellement, si la volatilité est beaucoup plus faible, c'est-à-dire que tu peux prendre des leviers relativement plus élevés sans prendre beaucoup plus de risques. Et donc, ça te permet d'avoir très peu de marge utilisée et derrière, tu as plein de stratégies à faire. Bon, après, je vais pas enfin, je pense que j'en ai déjà dit beaucoup trop et je suis déjà en train de me diluer de zinzin sur
sur cette approche-là. Mais honnêtement, je le fais parce que, enfin, je pense sincèrement que, enfin, faut se réveiller que c'est une des choses les plus intéressantes que j'ai vues depuis un moment en crypto. Au bout d'un moment, c'est... Question Léo, du coup. Là, actuellement, si tu n'es pas sur liste d'attente pour ce premier indice XYZ100, tu peux le faire sur BaseDApp et Phantom, c'est ça? Ouais, mais je crois que dans tous les cas, même via le lien direct, tu peux peut-être le faire. Hein. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu peux contourner le truc super simplement. En fait, le truc, c'est que vu que tout est on-chain, tu peux pas empêcher les gens de trader on-chain, en fait. C'est-à-dire que genre la limite, elle est en front, elle est genre dans l'interface d'une certaine manière. Mais moi, de ce que j'ai compris, peu importe ton adresse, même si tu te connectes au truc avec n'importe quelle adresse avec le bon lien, tu peux y accéder. Sinon, il y a Based App, mais Based App, vous allez payer des frais supplémentaires qui sont élevés, et il faut savoir que les frais sur les produits dérivés pour ces actifs TradFi là ou ces indices, ils sont plus élevés que sur HL. Genre c'est plus élevé. Donc vous risquez de payer des frais qui sont assez énormes. Donc juste réfléchissez-y à deux fois et lisez les docs. Parce que c'est là où vous allez rendre compte. Parce qu'en fait, Based App, concrètement, ils prennent 100% de fees en plus, moi, de ma compréhension. Alors peut-être que je me trompe et que les choses ont changé depuis. Mais globalement, si tu payes 1 sur AHL, tu payes 2 au total parce que tu rajoutes 1 de Based App. En fait, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les frais sont juste abusés en fait. Donc c'est. Mais voilà, si vous n'êtes pas sur la waitlist, mettez-y. Enfin, inscrivez-vous. Pour ceux qui veulent me soutenir d'une certaine manière, j'ai mis des liens affiliés, référals, genre sur Twitter. Actuellement, je ne sais même pas ce que ça me fait gagner. J'ai eu un rank hyper élevé, ultra bien placé, donc je vais avoir du merch. Mais mis à part ça, je sais pas ce que j'aurai. Je sais pas si les référals continueront après. Mais ouais. Alors attendez, je vais juste vous envoyer un truc vite fait dans le chat. Vous allez me dire si ça marche. Alors je vous envoie le lien. Vous me dites si ça marche, ok? Je sais pas si ça marchera. Il n'y a pas de lien affilié. C'est le lien par lequel je passe moi pour trader. Tiens, je vais regarder. Pour trader ça. Moi, ça me redirige sur la page où on te dit connecte-toi pour join la waitlist. Bah dans ce cas-là, Based App, je suppose. Ouais, Based App et Phantom apparemment. Phantom, c'est juste que vous allez vous faire défoncer sur les frais. Faut juste en avoir conscience. Mais voilà. Et dans tous les cas, ils vont augmenter progressivement les accès. Moi, j'ai fait, je suis en contact direct avec la team où je leur fais des feedbacks en fait tout simplement. Vu que j'étais dans le top user à tester le produit, je leur ai fait des feedbacks qui sont hyper longs. Donc ça me permet un petit peu de jauger ce qui se passe, à quel point ils sont réactifs, etc. Comme n'importe quel user de la waitlist qui peut donner des feedbacks, c'est justement l'objectif. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup de regarder. Et sur ce, je te laisse reprendre la main parce que j'ai beaucoup parlé. Là. Aucun problème. De toute façon, frérot, c'est... Pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir un truc. C'est que moi, je fais pas de dérivés de base, mais là, la force des choses fait que j'essaie vraiment de comprendre le cross-margin, ce genre de choses, et je te poserai des questions à ce sujet-là. J'ai rencontré IRL Hyperliquid France à Singapour. J'ai rencontré Pasher, voilà, c'est très très cool. Donc j'ai pu avoir d'autres feedbacks en fait de personnes d'Hyperliquid, et c'est vrai qu'Hyperliquid a changé des vies, clairement. Donc je comprends le matrixage fou en fait. C'est que pour le moment, c'est un sans faute, et que... Limite, c'est le play de la dessinée, c'est le play du cycle. Et donc, il va y avoir d'autres produits. Et encore une fois, la problématique, elle est là. Et ça, je comprends totalement que ça peut paraître chiant d'écouter Picsou à chaque émission et de ne pas comprendre, etc. C'est qu'en fait, si c'est simple, si c'est accessible, c'est potentiellement trop tard de faire des sous. C'est ça qu'il essaie de vous faire comprendre à chaque fois. C'est que vous, si vous voulez faire un play qui potentiellement paie, il va falloir prendre un risque. Donc, il va falloir tester une plateforme tôt, il va falloir faire du volume. Donc, pour faire du volume, il va falloir faire un petit peu de levier, ouvrir des positions, les fermer, ouvrir des positions, les fermer, etc. Et c'est là que potentiellement, vous allez croquer des points. Moi, pour être clair avec vous, je fais une n'y très significative du volume sur TradeXYZ. Et mon objectif, c'est d'être le premier. C'est simple, en fait. Il n'y a aucune garantie de points, il n'y a aucune garantie d'airdrop. J'ai aucune information à ce sujet-là. Mais, moi, je trouve ça pue l'argent, mais peut-être que je suis le seul à le voir. Mais, je me dis que si HL est à 34 milliards et peut-être qu'à l'avenir plus haut, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi je peux penser. Imaginons HL retourne à 50 $, on est à 50 milliards de FDV. Vous allez me dire que Unit, ça va pas être valorisé au moins entre 1, 2 ou 3 milliards, sachant que ça fait déjà des beaux revenus et que les revenus vont faire qu'exploser avec les produits dérivés, parce que les produits dérivés, c'est ce qui fait le plus d'argent. Et là, pour le coup, ça va être sur la TradFi. Je pense que ça va être un des trucs... honnêtement,
Je pense que Unit peut même être plus valorisé que Lighter. Mais après, on va me prendre pour le fou du bus. Mais sincèrement, alors que Lighter, t'as la terre entière qui est en train de farmer Lighter, moi-même, hein. Et à côté, t'as ça, où il n'y a pas de système de points explicite. Du coup, les gens, ils sont en mode, bon, bah... Donc après, voilà, il y a aucune garantie, et je suis pas là à vous dire... faites absolument du volume pour arriver dans la waitlist, etc. Ou n'allez pas, ou allez brûler des frais sur Basedap pour y accéder, etc. Je ne vous dis, c'est vos décisions, c'est pas mon dos, voilà. Moi, je vous donne juste ce que je fais, mon avis, et après, chacun son taf. Mais du coup, je pense que ça, c'est important de répondre. Est-ce qu'avec quelques centaines de dollars, en y passant du temps, tu peux quand même faire un bon volume? Non, mais déjà, en fait, je vais péter un plomb, genre. Tout le monde parle d'un potentiel prochain airdrop de HL. Vous pensez que HL ne va pas, s'ils font un airdrop, vous pensez qu'ils ne vont pas airdrop les utilisateurs des HIP3? C'est le truc le plus évident que j'ai vu de ma vie. Genre. Alors après, ça part du principe que potentiellement HL va faire un airdrop. Je sais pas c'est quand, etc. En vrai, ils en ont pas besoin. On se dise clairement les choses, et ça se trouve, ça arrivera que dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, on n'en sait rien. Ouais. Mais HIP3, c'est une des plus grosses innovations en crypto, notamment sur la partie Perpdex et notamment sur Hyperliquid, et c'est quelque chose sur lequel ils mettent beaucoup d'efforts, d'attention, de temps. Et vous pensez qu'ils vont pas vouloir récompenser ou pousser les gens qui utilisent ce truc-là? C'est-à-dire que même, imaginons que Unit ne fait pas d'airdrop par rapport à TradeXYZ ou le volume spot ou peu importe. Je pense que dans tous les cas, vous retomberez sur vos pattes via des incentives ou via quelque chose qui vous bénéficiera via Hyperliquid. Hyperliquid a toujours fait manger sa communauté d'une manière ou d'une autre. On sait pas, ça peut être on sait pas, genre. Mais factuellement, pour moi, c'est évident que tu t'exposes au moins à un airdrop HL, si ce n'est un airdrop HL plus Unit dans le cas où Unit fait un token. Après, encore une fois, je n'ai aucune garantie, je n'ai aucune information, il n'y a pas de points. Même sur HL, actuellement, il n'y a pas de points officiellement. Mais pour moi, c'est le moment où il n'y a pas de points, où j'ai envie de le plus farmer, parce que c'est là où je me dis que je serai le moins dilué, et c'est probablement là où j'aurai le plus à gagner, en fait. Et ça a été comme ça sur HL. Au tout début d'HL, c'est le moment où tu gagnais le plus de points. Pareil, la saison cachée sur HL, c'est le moment où, historiquement, j'ai gagné le plus de points de loin. Donc, moi, je réitère, je trust le process, je trust HL sur ça, je trust l'écosystème, je trust aussi mes inspirations en tant que spéculateur et farmer, et je vais dans ce sens-là, et voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion actuelle. Tu veux enchaîner sur l'actu rapidos? Bah écoute, c'est parti, on va ouvrir ça, ferme un peu mon bordel, c'est bien le bordel. Ok, tout l'écran, let's go. Bon déjà, encore une fois les potes, hein, pour tout ce qui est farming airdrop, nous on essaie d'être vraiment complet sur le site de Coin Academy. Quand vous allez sur la page d'accueil de Coin Academy, vous avez cette petite partie qui s'appelle airdrop, où on vous met tout plein de projets, on vous explique comment farmer. Voilà. Donc, moi, je vous dis pas nécessairement de tout farmer. Clairement, après, c'est à vous de faire vos devoirs aussi. Hein. Mais vous pouvez voir des projets HL, vous pouvez voir du Ventual, du Liminal, du G-Liquid, Projet X, Kinetic, et j'en passe. Il y a aussi des DEX. Hein. Il y a Paradex, notamment. Il y a Lighter, il y a Extended, il y a Unit. Tout est expliqué, plus ou moins dans le détail. Des fois, on ne vous raconte pas à pas, on vous dit simplement sur quoi il faut se focaliser pour faire des points. Après, c'est à vous de faire des efforts. C'est à vous, il faut lire. Il faut y passer du temps. Donc, c'est du temps en moins à jouer à un jeu vidéo, à apprendre un truc, à regarder un truc de merde sur TikTok, etc. Il faut faire un effort. À la fin, on ne peut pas le faire à votre place. Mais tout est là. Tout est gratuit, et si vous voulez soutenir le Media Coin Academy, je prends l'exemple de Paradex. Voilà, en général, on vous met un lien affilié Coin Academy. Nous, ça nous permet de prendre des points, donc potentiellement des jetons. Et là-dessus, qu'on se le dise, on n'a aucune visibilité à l'instant T sur ce qu'on va ramasser, mais en fait, on joue le jeu aussi. Nous, on tient un média, donc si on peut prendre quelques points, prendre quelques sous en plus du reste, c'est avec grand plaisir. Et donc, à chaque fois, on vous explique comment faire. Et qu'est-ce que c'est que la plateforme ? Voilà, donc être actif sur le Discord, partager le lien de référal, se faire liquider, déposer des garanties. Donc ça, on ne le sort même pas d'un chapeau. Par exemple, si vous allez sur Paradex, alors je crois qu'il faut aller sur la page de base. T'as dit se faire liquider ? Ouais, se faire liquider. Ils le disent clairement. Hein. C'est littéralement dit sur la plateforme. Se faire liquider, ça farm. Attends, c'est dans mort. Attends, je sais plus où ils le disent. Je crois qu'il faut taper Paradex XP, comme ceci.
XP Warzone, voilà. Start King. Je vous mets un coup de traduction. Là, c'est l'exemple de Paradex, mais ça varie entre les plateformes. Mais voilà, gardez des positions ouvertes, déposez des garanties, déposez des fonds dans les vaults, soyez liquidés, voilà. Payez des frais, balancez vos liens de parrainage, etc. Donc, regardez, exemple, vous avez vu sur Twitter, il y en a plein qui bombardent de leur lien Paradex. Bah, pourquoi ? Parce que déjà, quand tu vas sur le dashboard Paradex, on te propose en fait de te login, donc tu peux te login avec un wallet ou quoi. On te propose de lier ton compte Twitter. Ils te disent que ça leur permet de lutter. Attends, tu bugs, Picsou, excuse-moi. Je continue si jamais je bug pas. Ça vous permet de potentiellement peut-être avoir un bonus de points, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps et bien comprendre ce qu'il en est. Paradex qui n'a pas encore de marché spot, ils ont qu'un marché dérivé et en plus il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Les seuls frais que vous allez payer, c'est un spread qui est assez léger. Inversé, je crois. Voilà, profitez-en. Ils ont que les dérivés, ils ont pas le spot. T'as dit il y a que le spot, pas les dérivés. Non non, pardon. Oui, ils ont que les dérivés. Dérivés futures, dérivés options. Options sans date d'expiration. Et plus tard, il y aura options avec date d'expiration d'ailleurs. Et le marché spot devrait arriver dans les prochaines semaines. Source, l'équipe qui me l'a dit à Singapour. Ça devait déjà arriver cet été, mais ils ont mis un petit peu plus de temps. Voilà. Donc j'ai pris l'exemple de Paradex. Sachez, on va bosser avec eux. C'est déjà signé, on est en train de préparer les contenus, etc. Et l'article AirDrop, on l'a fait avant de les signer, parce qu'on veut justement essayer de vous couvrir tous les trucs qui nous semblent plus ou moins intéressants dans l'écosystème. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, il n'y a pas de garantie à chaque fois. Encore une fois, il faut prendre des risques, mais on essaie de vous proposer tout ça. J'ai terminé sur cette partie-là et j'enchaîne du coup sur le Coin Hebdo, donc les actualités de la semaine. Merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Évidemment, si vous voulez créer un compte sur Bitpanda pour acheter vos premières cryptos, investir dans des actions sur une plateforme tout en un, qu'elle soit sur mobile ou sur PC, n'hésitez pas à passer par notre lien. Il est dispo dans toutes les descriptions de nos vidéos YouTube et ça permet aussi de soutenir le média Coin Academy. Donc voilà, excuse-moi Léo, j'ai mis du gras dans des titres, tu vas m'engueuler. On en parlait tout à l'heure, voilà, Hyperliquid déploie le HIP3, les contrats perpétuels avec Action. Donc Unit a déployé du coup ce que tu disais, Trade XYZ avec un premier indice qui s'appelle le XYZ 100, qui est en fait les 100 plus grosses entreprises américaines, c'est ça ? Et ces entreprises non financières, mais en gros c'est l'US 100, okay. C'est le Nasdaq 100 en gros. Ok, Nasdaq 100, voilà. Donc qui a à la base un indice en bourse. Et du coup, qui est normalement que tu peux trader que le week-end, que en semaine, pas le week-end, c'est fermé le week-end. C'est ça, en fait, globalement, ça représente la tech US en fait. C'est toutes les boîtes tech US. Et là, par exemple, tu peux trader le week-end, mais vu que le prix de l'oracle ne bouge pas, juste le prix reste hyper stable, quoi. Enfin, il reste le même, quoi. Okay, après, ils ont mis plus d'infos dans la doc. Honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de tout lire. Mais je vous invite à le faire maintenant qu'ils ont publié la doc. Voilà, n'hésitez pas à lire le Coin Hebdo, lire les Coin Hebdo d'ailleurs. J'essaie de vous mettre des liens utiles, dont la doc. Et si jamais vous avez du mal avec l'anglais, astuce, vous avez une extension Chrome qui s'appelle Immersive Translate. La version gratuite, elle est très bien. Moi, je l'ai liée à ChatGPT pour que ce soit encore plus efficace. Et du coup, vous pouvez avoir une traduction en français propre. Comme ça, vous n'avez même pas la barrière de la langue. Vous lisez la doc, vous vous posez. Et voilà. Donc, comme expliqué ici, marché action 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la première fois avec les perps. Active crypto, voilà, en spot avec des frais ultra bas, donc ça via Unit, si je comprends bien. Et donc vous pouvez spéculer ou vous couvrir avec effet de levier. Donc acheter en spot d'un côté et shorter de l'autre pour pouvoir vous hedger, c'est ce que vous expliquez Léo tout à l'heure. Et après, à côté de ça, sur HIP3, il y a d'autres projets, il n'y a pas que Unit, il y a Ventual notamment qui vous permet justement d'investir sur des prix potentiels d'entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse, comme OpenAI, SpaceX et Cursor. Et ça, ce que disait Léo pour le coup, c'est que peut-être qu'il y a une opportunité, mais c'est beaucoup plus risqué. Voilà. Au niveau de la potentielle valorisation, s'il y a un airdrop, mais voilà, c'est un produit qui peut potentiellement vous intéresser. Il n'est pas encore en mainnet celui-là, non ? Il est qu'en testnet actuellement. Ouais, je crois qu'il bug bien comme il faut, Léo. Bon, c'est pas grave, j'enchaîne. Donc ensuite, on a Tempo qui laisse 500 millions de dollars. Donc Tempo qui est la blockchain de l'écosystème Stripe. Voilà, donc qui est une blockchain EVM ultra rapide qui est basée sur la techno Malachite, qui est une techno forkée de celle de Cosmos. Donc, ils ont levé 500 millions de dollars avec une valorisation de 5 milliards. Pour autant, je ne pense pas que ce sera un Layer 1 qui aura un token. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait un token. Donc là, c'est vraiment une entreprise traditionnelle qui lance sa blockchain privée pour les paiements, les stablecoins, etc.
Et suite à ça, on a une nouvelle également. On a appris que Dan Gradfest, qui était un des piliers de l'Ethereum Foundation, s'est retiré, enfin change de rôle au sein de l'Ethereum Foundation pour rester simplement un research advisor pour justement rentrer chez Tempo et participer au développement de la blockchain Tempo, puisque historiquement, Dan Grad, il a participé à certains développements de la blockchain Ethereum. Donc dans son communiqué, il est rigolo parce qu'il nous dit... ouais, je suis hyper excité de rentrer chez Tempo, etc. Je pense qu'Ethereum et Tempo sont très alignés et que les développements sur l'un profitera à l'autre et inversement. Tout le monde a le droit de faire de l'argent. Moi, je pense simplement que ce qui s'est passé, c'est que travailler pour l'Ethereum Foundation, c'est bien, tu fais des sous. Mais quand tu es un pilier de l'Ethereum Foundation, tu fais pas des salaires mirobolants et qu'il y avait eu un certain levier pour certaines personnes de faire pas mal de thunes via Eigenlayer. Souvenez-vous, on avait appris que des gens de l'Ethereum Foundation, notamment dans Crowdfest et aussi, je crois, Justin Drake, allaient être payés en token. Et au final, ça avait foutu le bordel. Les gens s'étaient plaints des conflits d'intérêts, etc. Donc, ils avaient renoncé à leur token. Donc, juste, je pense que dans Crowdfest, il s'est dit, je vais rentrer chez Tempo, je vais me faire un bet de CV et je vais me faire un bet de salaire. Et dans un sens, on ne peut pas lui en vouloir. Mais du coup... Pourquoi j'ai mis sur cette miniature YouTube, pour ceux qui nous écouteront sur YouTube, coup dur pour Ethereum, en fait, c'est ça, c'est que Ethereum, même si c'est la deuxième plus grosse blockchain après Bitcoin, que c'est la blockchain principale pour la tokenisation, la DeFi, etc., il y a toujours des concurrents, il y a toujours des gens qui se barrent, il y a toujours des trucs un petit peu bizarres. Alors moi, moi, Ethereum, j'y crois toujours, c'est un des actifs que je garde, que j'ai pas envie de vendre. Mais je m'attendais à beaucoup plus de cet actif parce que je pensais qu'en fait les autres Layer 1 ça allait être un petit peu finito pipo avec les Layer 2 et en fait c'est pas du tout le cas puisque le Layer 1 Ethereum il est lent et que l'expérience utilisateur du côté des Layer 2 elle n'est pas exceptionnelle. La décentralisation n'est pour le moment pas au rendez-vous non plus, donc je reste un petit peu sur ma faim sur Ethereum, mais je m'attends pour le coup à ce qu'en 2026 ça soit beaucoup mieux, notamment avec tous les travaux qui auraient été faits sur la technologie ZK. Bon. Je n'entends plus Léo, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui bug? On n'entend pas Pix, ok. Bon, j'enchaîne en attendant, ça me fait un petit peu bizarre. Ensuite, Daylight Energy. Donc Daylight Energy, c'est un petit peu la même logique que USD.AI, sauf que USD.AI se concentre sur l'intelligence artificielle. Daylight Energy, ça va être un petit peu un mélange entre panneaux solaires, donc stockage de l'énergie solaire, récupération de l'énergie solaire, etc. Et la DeFi. Donc ils ont levé 75 millions de dollars. Et en fait, l'idée, c'est de proposer aux gens un abonnement pour avoir un équipement type panneau solaire et batterie pour stocker l'énergie solaire, pour avoir une facture d'électricité qui soit un petit peu plus intéressante qu'en passant par les systèmes classiques pour l'électricité, comme Électricité de France, EDF en France par exemple. Et si jamais il y a un surplus d'électricité qui est produit, il est stocké dans des batteries et ensuite cette électricité elle peut être revendue sur un marché libre qui va être géré directement par Daylight Energy. Donc c'est au tout début. Pour le moment, on n'a que peu d'informations. J'ai remis le tweet de CBB à ce sujet justement. Et je pense que ça peut être intéressant si c'est fait avec brio. Des projets de décentralisation, d'épines, etc. On en a vu plein en crypto. Mais si on arrive à avoir une petite logique DeFi avec pas mal de fonds qui sont levés en face, peut-être que pour une fois, on va avoir des projets qui vont tenir dans le temps et qui vont permettre vraiment de gagner de l'argent ou de faire des économies et de pousser l'intérêt du Web3 à des gens qui ne sont pas natifs du Web3. Parce que jusqu'à présent, en fait, on spéculait sur des tokens et il n'y avait rien derrière. Il n'y avait jamais de création de valeur. Là, s'ils arrivent vraiment à le faire, ça peut être stylé. Mais encore une fois, j'insiste, c'est le tout début. Bon, ils ont levé quand même 75 millions, c'est énorme. Mais c'est le tout début. La seule chose qu'on peut faire quand on se rend sur le site, c'est se renseigner rapidement et voir si notre maison est potentiellement qualifiée pour participer. Donc, vous mettez votre nom, votre email, etc., votre adresse et vous allez être contacté directement par l'équipe, je pense. Ensuite, on a Ripple qui veut rentrer là aussi dans cette logique de réserve stratégique de XRP en levant $1 milliard. Donc, affaire à suivre. D'ailleurs, à ce sujet-là, je fais une petite parenthèse. ETH Reserve Strategy. Autant Bitcoin, quand il y avait les accumulations institutionnelles, ça poussait le prix à fond la caisse. Autant Ethereum, c'est vrai que ça a bien poussé entre $2 500 et quasiment 5000. Mais là, je reste un petit peu sur ma faim. L'accumulation institutionnelle ne fait qu'augmenter, en tout cas du côté des réserves stratégiques. Au niveau des ETF, ça stagne. Le prix, lui, par contre,
ne bouge pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que je reste vraiment sur ma faim. J'espère que ça va aller mieux bientôt. Du côté d'Ether, en attendant, je ne vends pas, je garde mes Ethers. Ensuite, bon, pour Elon Musk, le Bitcoin est le meilleur rempart contre l'inflation. C'est ce que je vous disais plus tôt dans cette émission. On a l'or qui est historiquement un actif qui est rare et qui plaît, qui est conducteur d'électricité, qui est beau pour faire de la bijouterie, etc. Donc il y a plein de choses qui font que l'or, c'est vraiment unique parce que c'est extrêmement rare. Le Bitcoin aussi, et en plus le Bitcoin a cette répond en type d'actif de type monnaie. Le Bitcoin est une monnaie, vous pouvez vous en servir pour payer, vous pouvez faire des transactions en Bitcoin à travers le monde. C'est pas forcément le cas avec l'or nativement. Je suis d'accord avec Musk, Bitcoin c'est basé sur l'énergie. Les gouvernements peuvent créer de la monnaie à partir de rien, mais ils ne peuvent pas créer de l'énergie à partir de rien. On n'a pas trouvé de moyen de créer d'énergie illimitée. Et tant que l'énergie ne sera pas illimitée et qu'il faudra de l'énergie et de la puissance de calcul pour produire les bitcoins, et ben le bitcoin continuera à avoir de la valeur. C'est pour ça que le bitcoin est vraiment à part. Et j'irai même plus loin, Reléo, je pense vraiment qu'Ethereum a fait une erreur en quittant le proof of work pour le proof of stake. Même s'il y a des avantages d'un point de vue écologique, même si ça permet d'avoir des blocs de 12 secondes déterministes et non pas probabilistes, je pense qu'Ethereum, en mettant dehors les mineurs, a perdu un petit peu de sa valeur sous-jacente en passant au proof of stake. En plus de ça, le problème du proof of stake, c'est que gérer un validateur et toucher à un yield, tu prends quasiment aucun risque. Voilà, tu fais retourner un ordinateur qui coûte que dalle. En fait, les riches deviennent encore plus riches, mais tu n'as pas d'obligation de vendre des Ethers pour maintenir ton parc. En tout cas, très peu, parce que ça coûte rien de faire un validateur. Alors que sur Bitcoin, en proof of stake, t'es obligé en proof of work, pardon, t'es obligé de continuellement vendre des bitcoins pour payer ton électricité et mettre à jour ton parc matériel. Donc il y a aussi ça qui fait que Bitcoin est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus rare. Bon, de toute façon maintenant c'est fait. Voilà, ensuite on a Uniswap qui intègre enfin Solana. Si vous vous rendez sur l'application Uniswap, vous pouvez voir que vous avez la possibilité dans la sélection des réseaux de sélectionner Solana. Et vous avez du coup tous les tokens disponibles sur Raydium, notamment donc sur l'écosystème Solana. Ils ont tout simplement intégré l'API de Jupiter. Ensuite, donc ça, j'ai voulu mettre cette news-là parce qu'elle a fait le tour du monde. Même les gens qui ne s'intéressaient pas nécessairement aux crypto-monnaies l'ont vu passer. Trump et les cryptos, un empire familial de $1 milliard. Tout simplement, entre les collections NFT, les meme coins Trump et Melania et maintenant World Liberty Financial, la famille Trump aurait fait un peu plus de $1 milliard. On m'entend ou pas ? Et on sait... Ok, parce que je crois qu'il y a eu un faux contact sur le micro que j'ai pris là, et c'est pour ça. Mais je suis back, du coup, désolé. Aucun problème, j'ai fait mon petit monologue. Et du coup, voilà, famille Trump a $1 milliard, et apparemment, le jeune baron Trump aurait 150 millions de dollars sous forme de crypto-monnaie. Il démarre bien sa vie entrepreneur, le boug. Voilà, j'en ai terminé pour les comme son papa au final, hein, qui s'est fait airdrop aussi. Donc, ouais. Mais je voulais juste rajouter un truc, parce qu'en fait, mon micro il marchait pas au moment où je voulais en parler. Quand tu parlais juste de. Je suis un peu lourdingue, hein, mais sur la partie HIP3, XYZ. Aucun problème. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est que en fait, je pense que Trade.xyz va devenir le front-end et le terminal de référence pour le trading sur HL, que ce soit les real world assets en perp, donc les indices, les actions, mais comme le reste. Et du coup, je pense que ceux qui farmaient des front-end, donc des interfaces de trading sur HL ou des apps mobiles, etc., vont en pâtir, parce qu'en fait, je pense que tout le monde va switcher sur ça quand ce sera disponible de tous. En tout cas, c'est mon take actuellement. Alors, tu veux dire qu'on n'utiliserait plus Hyperliquid pour trader sur Hyperliquid, on passerait par Trade.xyz ? En fait, vu que les assets type stocks et indices perp ne seront pas disponibles dans le front-end de HL, de ma compréhension, sont disponibles que via le HIP3 et cette interface-là. Je pense que les gens vont faire le switch, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui farment Based App, qui aujourd'hui payent beaucoup de frais pour le faire, vont tout simplement switcher sur TradeXYZ parce que t'as pas de frais supplémentaires. Donc en fait, je pense qu'ils vont tuer tous les front-ends et toutes les interfaces que les gens farment. C'est mon opinion actuellement. Après, peut-être que je me trompe. Après, je connais la team de Based App, c'est des gars super, ils font les choses bien, y a rien à dire. Mais j'essaye d'être rationnel, et en tradant sur HL, c'est vraiment le sentiment que j'ai, quoi. Donc là, de ce que je comprends, en fait, tu as
un portfolio pour les dérivés HL, tu as un portfolio pour le spot HL. Spot et dérivé, c'est la même chose. Par contre, Hyper EVM, c'est autre chose. Et là, TradeXYZ, ça va être encore autre chose ou attends. En gros, sur TradeXYZ, tu pourras trader tous les assets spot qu'il y a déjà sur HL, tous les perp, les marchés perp qu'il y a déjà sur HL, plus les marchés perp sur les indices et les actions qui sont créés par unit en gros. Donc en fait, et tout ce qui est et en gros, il y aura pas de frais supplémentaires pour le trading d'assets que tu trades en spot ou en perp qui sont déjà sur HL. Donc en fait, leur objectif c'est d'accaparer et de ramener tout le monde sans mettre plus de frais. Et donc en fait, c'est très simple, c'est tuer la concurrence. Parce que si eux mettent pas de frais supplémentaires et que tu as des choses que tu n'as pas autre part, ça va être compliqué pour les autres de résister. La différence avec BaseDApp, c'est que eux, ils font un front-end as a service, c'est-à-dire qu'ils permettent à n'importe qui d'avoir une sorte d'interface white label personnalisée pour les exchanges ou les marques qui veulent se lancer sur Hyperliquid, tout en ayant des royalties et des trucs en plus. En tout cas, c'est ce qu'ils vendent avec Base Cloud, que tu peux voir en haut. Si tu cliques en haut dans la navigation, il y a Cloud. Ok, je connaissais pas ça. Et du coup, leur objectif, c'est que tu puisses lancer un Binance-like avec ton interface totalement personnalisée comme le fait Binance Cloud, sauf que là, c'est bâti par-dessus HL. Mais donc ça a de la valeur en soi parce que ça permet à des acteurs de rentrer sur le marché très rapidement si jamais ils le souhaitent, si jamais ils ont pas les moyens ou qu'ils ont pas envie de tout faire par eux-mêmes. Mais pour ce qui est de purement trader pour les users HL via BaseDApp, tout simplement, je pense que TradeXYZ va prendre vraiment le dessus. C'est vraiment mon ressenti actuellement, d'un point de vue frais et d'un point de vue produit accessible. Très clair. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à lire la doc pour avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Et accessoirement, je voulais en parler aussi, tu as Monad qui a annoncé son airdrop. Donc, si vous avez fait au moins un investissement sur la plateforme Echo, vous êtes éligible à quelques jetons Monad, donc n'hésitez pas à aller consulter ça. Et sinon, il y a plein de critères pour être éligible à Monad. On va regarder quelques-unes ensemble. Je vais me mettre traduction en français. Je vous envoie le blog tout de suite dans le chat. Voilà, donc au niveau des critères... Alors, du coup, il fallait utiliser des protocoles DeFi. Vous aviez aussi besoin de... Enfin, si vous aviez certains NFT comme Pudgy Penguin et tout, vous étiez éligible. Attends, je vérifie. Voilà, c'est ça que je cherchais, pardon. Des traders de DEX importants, y compris les traders sur Hyperliquid et Phantom Wallet, Spot et Perpetuel, ainsi que des traders de tokens lancés sur PumpFun, Virtual et d'autres meme coins. Déposants significatifs sur AAV, Euler, Morpho, Pendle, Lighter, Curve, PancakeSwap et Uniswap. Propriétaires de longue date de divers NFT type Azuki, Chimper, CryptoPunk, Doodle, Fluffle, iPure, MadLads, MeBit, MyLadyMaker, Moonbird, Pudgy Penguin. Donc il y en avait vraiment pour pas mal de monde et participant actifs à des décisions de gouvernance de DAO. Voilà. Donc vous voulez dire que dans le chat ils font que dire que je veux pas sourire. Les gars, c'est juste que honnêtement il est tard, je suis très fatigué, je me suis levé très tôt, il y a rien de juste KO. Ouais, juste KO. Et du coup, Monad, on est sur 6,5 milliards de dollars de FDV actuellement, en sachant qu'ils avaient fait des levées à 2 milliards au dernier round, je crois. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ils ont une bête de communauté, mais le truc, c'est que le narratif L1 EVM ultra rapide, il y a Plasma, il y a Phantom, il y a Avalanche. Il y a plein de trucs comme ça et je veux bien qu'il y ait une bête de communauté, mais le truc, c'est que même si tu fais des produits type PerpDex directement on-chain, type comme ce qui va arriver avec Koro Exchange, si vous ne connaissez pas Koro Exchange, je ne m'attends pas à ce que ce soit game changer en fait, hein, je vous le dis sincèrement. Pourquoi utiliser un Koro avec un block time de 400 millisecondes sur Monad alors que tu as un block time de 70 millisecondes sur Hyperliquid, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus agréable à utiliser, franchement je vois pas. Donc, ouais, je suis pas très hypé par Monad, je vous le dis sincèrement. De même que Mega ETH, je suis assez hypé sur ce qui va se passer sur l'écosystème Mega ETH, même s'ils ne seront pas très nombreux. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de projets très intéressants sur Mega ETH, mais ça va être intéressant à surveiller. Par contre, le jeton Mega ETH, ceux qui ont pu investir à l'ICO avant, je pense qu'ils vont se mettre bien, mais ceux qui vont acheter au listing, il y a moyen que vous serviez d'exit liquidity, donc je vous dis de faire attention. Voilà. Même s'il y a moyen que le jeton ne sorte pas de sitôt. En fait, le problème, c'est que il y a constamment des nouveaux Layer 1 et des nouveaux Layer 2, mais je vois pas ce que je vais faire d'intéressant dessus.
Genre, il y a aucune Exactement. app qui me donne envie dessus, enfin, d'aller dessus. Et au final, bon, Exactement. l'infra pour l'infra, je pense que tout ce qui se passe nous a montré que c'est plus C'est qu'une terminé. question d'infrastructure, c'est une question d'application et de créer des applications qui sont différentes de manière significative à ce qui est disponible sur le reste et qui est, en plus de ça, qui a de l'attraction. Parce qu'en fait, par exemple, si tu dis, OK, du coup, sur MegaETH, il va y avoir des decks, ça va être du temps réel, ça va être encore plus rapide. OK. Et ça va être probablement peut-être plus rapide que HL. Mais le truc, c'est que si t'as pas la liquidité, si t'as pas le bon produit, si t'as pas la bonne approche, etc., même les tokenomics, etc., en fait, juste ça marche pas. Donc en fait, c'est un tout. Exactement. Et en soi, moi, par exemple, j'ai investi sur MegaETH via Echo à une valo très faible. Mais j'ai eu le même deal que tout le monde. Hein. Pour Echo, j'ai pas eu d'accès prioritaire ou spécifique, hein, qu'on soit clair. Et je vous en avais déjà parlé à l'époque. Hein. Bon, j'avais fait que parler d'Echo d'ailleurs. Dans les émissions, on en avait parlé plusieurs fois de créer un compte, de regarder, etc. Et je pense que je vais faire de l'argent sur MegaETH, mais encore une fois, je pense qu'on va être vesté à un bon moment. Et surtout, je vois aucune application actuellement qui m'intéresse et qui je me dis, ouais, je suis vraiment hype que la chaîne se lance pour pouvoir avoir des choses, enfin, tester des choses dessus, quoi. Ouais, bah il y a GTE, mais le truc c'est que justement GTE, en fait, pour que vous ayez toutes les informations, à la base GTE ça devait être vraiment le DEX de MegaETH. Alors il y a aussi Valhalla, hein, mais on va dire que GTE c'était vraiment celui que tout le monde voulait voir. Donc il faisait partie de l'incubateur Mega Mafia. Et récemment ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils en font plus partie. Donc on a pensé qu'ils s'étaient barrés ou quoi. Ensuite on a pu voir sur Twitter en grattant un petit peu qu'en fait ils se sont fait dégager de l'incubateur. Et moi, de l'information que j'ai eue en off, apparemment, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire, bon, tant pis. Apparemment, ils voulaient créer leur propre Layer 1 ou Layer 2, ce que MegaETH n'a pas du tout apprécié. Donc, du coup, ça a un peu créé la scission. Donc, quelle est la plus-value de GTE? On a fait un article à ce sujet-là. Je sais pas pourquoi, quand j'utilise Google, ça ne retrouve pas, mais voilà, on a fait un article au sujet de GTE. En gros, l'idée, c'est de mélanger un petit peu Pump Fun et Hyperliquid. C'est en gros de permettre aux gens de très rapidement lancer des nouveaux tokens via un Launchpad ou directement. Ensuite, que ça passe sur un MM type Uniswap, PumpSwap, etc. Et ensuite, si c'est bien liquide, que ce soit disponible sous forme de produits dérivés sur Index. Donc, que tu aies un produit all-in-one. Et très récemment, ils ont fait un tweet du coup, tu vois, 17 octobre, It's time. Et we need to think bigger. Time for the global token exchange to evolve. Donc on va voir quelle va être cette évolution, mais en tout cas on a Legend Trade qui a commenté, qui en fait partie. Et apparemment ils veulent lancer aussi un nouveau produit, Legend Trade. Alors je ne sais pas si c'est GTE ou si c'est des proches de GTE, ou c'est un petit peu de la compétition de trading gamifiée. Trade with friends, against foes, real-time versus other players. Donc on n'a pas trop d'informations à ce sujet-là, mais on voit que GTE essaie de se refaire une petite santé. Et si vous êtes curieux, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est hyper important de gratter, ne serait-ce que pas s'arrêter au site internet et aller dans la doc. Vous pouvez voir que à gauche, on a The X NFT. Et en gros, ils nous disent quoi, Legend? Ils nous disent qu'ils vont lancer une collection NFT qui sera intégrée au produit, à l'art, patati patata. Donc, on peut s'attendre, parce que je pense que GTE, ils ont levé une fois et qu'ils veulent lever encore plus. Il y a moyen que cette collection NFT, ce soit un moyen de lever des fonds supplémentaires pour Legend et peut-être pour GTE. En fait. Et peut-être que du Mais coup, ils vont airdrop, non? Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que je pense que s'il y a un token, après... ils vont faire comme HL avec le Hyper, les Hyper NFT, où ils ont airdrop les membres les plus OG. Enfin, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire, parce que franchement... on s'est mal compris. Regarde, liste blanche. Donc, moi, je pense qu'il va falloir raquer pour l'avoir, le NFT. Je suis pas sûr, hein, mais il y a moyen qu'il va falloir payer pour l'avoir. Ok. Je le sens comme ça. Je me trompe peut-être, Léo, hein, mais je le sens comme ça. On est fatigué. Hein. Ils nous milk, ils vont nous mettre des points, ils vont nous faire farmer à la con, ils vont lever je sais pas combien de fois, ils vont nous refaire payer des NFT et voilà. Je le sens venir comme une maison. Hein. Alors, et coup, juste, là, je parle toujours en bien de HL et moins bien du reste, mais sachez que j'ai été agréablement surpris par Lighter, parce que j'ai trouvé, enfin, le produit est moins efficient parce qu'il y a moins de liquidité, etc. Mais je trouve le produit extrêmement rapide. Ouais, c'est le but. Hein. Enfin, moi-même, ça m'a choqué parce que j'ai trouvé ça limite plus rapide qu'un Binance, quoi. Enfin, en tout cas, c'était genre très rapide, quoi. Ouais, c'est simili Binance, je pense. Faut toujours un code d'ailleurs pour y avoir accès ou pas à Lighter? Non, c'est ouvert à tous depuis quelques semaines. C'est ouvert à tous.
Ok, carré, carré. Bah là, pareil, hein, les gars, hein, si vous tapez Lighter sur Coin Academy, vous avez le petit tuto AirDrop Lighter qui est là depuis le 29 mai 2025. Et à l'époque, il fallait un code, et on a essayé de mettre des codes, mais en général, ils étaient consommés assez rapidement. On a mis à jour les codes, mais ça tenait pas très longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas, Coin Academy /AirDrop. Écoute, on a un bon morceau d'émission là en vrai. Hein. On peut peut-être répondre à quelques questions pendant que tu es là. Ouais. Bah ouais, j'avoue, posez toutes vos questions dans le chat et on va essayer de répondre un peu à tout. Ouais, toujours full contenu. Hein. Je vais enlever mon partage d'écran. Quelqu'un qui a dit Légion ont déjà levé des fonds. Tu parles de Légion ou tu parles de GTE sur Légion ou un autre truc comme ça? J'avoue que Légion, ça m'a un peu échappé. Ah, peut-être GTE sur Légion. J'ai parlé à des fonds et des VC qui étaient derrière Légion et qui disaient que ça marchait plutôt bien. Enfin, en gros, c'est un EcoBis. Hein. Eco.xyz, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce que Kobe a lancé pour permettre l'investissement early stage un peu plus accessible. Donc voilà. Alors GTE, ils ont fait une levée sur Eco, mais je crois pas qu'il y ait eu de levée sur Légion. En tout cas, c'est pas monté sur CryptoRank. Est-ce qu'on pourrait avoir un résumé de ChatGPT de l'émission? C'est compliqué parce qu'on a donné beaucoup de détails. On a donné beaucoup de détails sur les liquidations, sur ce qui s'est passé, sur les mécaniques, sur les mécanismes derrière les exchanges, sur les insurance funds, sur tous ces trucs-là, sur nos convictions sur HL, sur TradeXYZ, sur l'actualité, sur comment bien prioriser les airdrops. Qu'est-ce qui... Mais tu voulais dire un truc, Capet, sur ça? Ouais, si vous voulez des résumés YouTube et que vous n'aimez pas dépenser d'argent, vous allez sur Google, vous tapez YouTube Subtitle Download pour télécharger les sous-titres automatiques. Mais en général, il faut attendre que la vidéo soit uploadée depuis quelques heures parce que des fois, vous n'avez pas les sous-titres tout de suite. Et ensuite, les sous-titres, vous les balancez à une IA de votre choix, type ChatGPT, DeepSeek, peu importe. Et vous pouvez avoir un résumé. Le problème, c'est que sur des émissions type Masterclass, comme l'émission, elle dure longtemps, genre 2 heures, des fois, ils ont un peu la flemme de bien vous résumer le truc. Donc, n'hésitez pas, s'il faut, à découper les sous-titres... Ils lisent pas tout, par c'est exemple, ça que tu veux dire. avoir les 30 premières minutes, puis des 30 minutes à 1 heure, etc. si vous voulez vraiment avoir un bon résumé. Ou alors, vous payez un abonnement sur des grosses IA qui font ça de manière automatisée. Pas d'analyse technique, c'est vrai, on n'a pas parlé d'AT sur cette émission. Honnêtement, moi, je regarde surtout BTC. Je sais pas, de conviction méga forte. Hype, j'achète progressivement. Ether, je me suis fait SL. XPL, je suis sorti en perte. Je suis très à fond sur les actions, les ETF, l'US 100 parce que, enfin, le Nasdaq 100 parce que je peux le trader en perp sur HL et je pense que c'est EV+. Et si ce n'est à part ça, pas vraiment. On farm relativement doucement aussi Extended et Lighter, mais sans grands espoirs, je pense. Et on disait que les vaults sur ces plateformes-là, ça peut être assez intéressant parce que ça te permet d'obtenir des points tout en gagnant de l'argent, alors que la plupart du temps, les gens, ils farment en perdant de l'argent. Donc voilà. Mais sur la partie AT, c'est compliqué, honnêtement. Enfin, toutes les alts, c'est de la merde, c'est moche. Il y a que quelques exceptions du type BNB qui tiennent bien, Hype relativement, Aster qui a pris la frappe mais que je surveille de près. Mais sinon, il y a très peu d'altcoins qui m'intéressent et en fait, ça revient un peu à mon dernier tweet où en fait j'ai juste tweeté le symbole Others de TradingView divisé par BTC/USD. Others, ça représente la capitalisation des cryptos en dehors du top 10. Et on voit que ça a jamais surperformé les altcoins en grande majorité, donc jamais surperformé BTC sur les 2 ou 3 dernières années. Donc c'était plutôt une bonne décision de pas trop perdre de temps entre guillemets là-dessus, à part sur quelques exceptions évidemment. Mais voilà. J'ai vu que ça parle beaucoup de Asher, Amy, etc. Moi j'ai commenté là-dessus sur le fait que honnêtement, chacun a ses opinions, chacun regarde ses trucs. Moi je pense que le principal, c'est de vraiment arrêter de passer du temps sur ces trucs-là. Alors après, chacun a des torts, personne n'est parfait, il y a des trucs qui sont éthiques, moraux, il y a des trucs qui le sont moins, enfin, à vous de juger sur ça. Et je pense que vous devriez vraiment vous focus sur vos investissements, sur vos farming, sur votre avenir en fait, sur votre capital, plutôt que de chercher le divertissement constant parce que c'est pas ces clashs là qui vont vous rendre meilleur en fait. Peut-être qu'ils vous permettront de comprendre certaines choses
d'une meilleure façon ou de manière plus profonde. Mais honnêtement, je trouve que Amy et ses due diligence parfois c'est très light. Enfin moi c'est ce que j'ai dit à Amy il y a déjà un an en privé, c'est que je trouvais qu'il attaquait très facilement sans preuve. Je dis pas que tout ce qu'il dit est infondé, je dis juste que la manière dont il le fait le dessert énormément. Et je trouve que derrière se cacher, derrière le fait qu'il est fatigué et qu'il manque de sommeil, je trouve c'est un peu facile. Je pense qu'il gagnerait beaucoup plus à réfléchir davantage avant de faire ses vidéos, de les structurer beaucoup plus et d'arriver avec des pensées qui sont détaillées avec des preuves à l'appui à chaque fois, plutôt que de disséminer des informations dans 14 vidéos différentes où il y a une bonne partie qui est faux. Après, ça n'enlève pas que genre chacun a des torts et après chacun place sa morale et son éthique où il le souhaite. Mais voilà, moi c'est mon opinion, c'est que il faut vous concentrer sur vous-même et il faut à la fois remettre en question les gens que Amy accuse, mais aussi remettre en question Amy. Parce que je trouve que c'est trop facile de remettre en question seulement les gens qui sont accusés, mais pas seulement Amy. Surtout que, enfin, je trouve que Amy, il a joué un peu le coup un peu facile en disant ouais, j'ai pas le temps de m'occuper de regarder ce que fait Sadek quand il a passé du temps sur un yacht avec lui, quoi. Alors que pour attaquer d'autres gens, il a du temps. Donc, je trouve qu'il faut nuancer le propos et vous de votre côté, essayez d'être le plus impartial en réfléchissant à chaque point de vue, à ce que chacun dit. Encore une fois, je dis pas que Amy a tort sur tout. Je dis pas que il dit que des choses fausses. Je dis juste qu'il faut être nuancé si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais dans tous les cas, mon point de vue, c'est que vous devriez vous concentrer sur comment progresser, sur vos investissements, sur votre avenir, sur votre capital. Et bah, de toute façon, c'est ce que j'ai tweeté. Donc voilà, moi, c'est mon opinion actuellement. Et, Ouais. Bah moi je voulais pas en parler pour la simple et bonne raison que bah, Amy c'est mon pote, mais c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie profondément. Asher c'est un ami mais dans une dimension différente, c'est dit, hein, c'est qu'on bosse avec lui au travers de l'H Consulting, moi je le connais depuis 2017, voilà, donc moi quand je me suis exprimé publiquement, je suis en mode, il a poussé des projets au tout début, on le critique sur ça maintenant. En fait, c'est un petit peu, c'est bon maintenant qu'il a fait des sous et qu'il a réussi, c'est l'homme à abattre. Tu vois, c'est un peu comme Squeezie maintenant qu'il est connu. Dès qu'il y a il y a pas assez de meufs dans une vidéo YouTube, on va lui tomber sur la gueule. Dès qu'il va avoir des propos un peu trop à gauche, t'as les droitards qui vont lui tomber sur la gueule. Tu sais, c'est un peu le côté ennemi à abattre. Et comme le dit Léo. Je vous dis pas que Asher est tout blanc et qu'il faut pas en parler et tout, mais c'est juste que moi personnellement, ces dramas, j'en ai rien à branler en fait. Ça me divertit comme vous, c'est-à-dire que voilà, en off, ça me fait rigoler 5 minutes. J'en parle même pas publiquement parce que je veux même pas blesser Amy, je veux pas blesser Asher, je veux même pas m'en occuper en fait. C'est un pur divertissement, mais ça, voilà, c'est un divertissement et on passe à autre chose sur des trucs intéressants. Parce que franchement, s'il faut faire la chasse à l'homme, s'il faut faire la vraie chasse à l'homme, c'est pas Asher. C'est projet X, Y, Z qui a levé, qui a promis, qui a foncièrement rien foutu et qui s'est sorti des salaires tout en mentant à longueur de temps. C'est des youtubeurs qui font une vidéo par jour où c'est littéralement du vide pendant 20 minutes pour vous mettre de la fille par la gueule. Je ne parle pas du fait de poser de la fille. Il faut payer les factures, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais brasser du vide avec un air gentil pour milquer les gens, là on peut taper. Moi, c'est personnellement ça que je trouve exécrable. Mais taper sur des gens qui essaient de faire des trucs, qui parfois se plantent, etc., moi, j'aime moins. Donc, voilà, je termine là-dessus. Non, mais je suis du même avis. Hein. Je suis comme toi. Enfin, il y a des trucs qui sont divertissants et qui sont drôles parce que Amy, il communique et il parle de manière ouais, il m'a assez volatile et versatile, on va dire. Mais après, c'est pas pour autant qu'on est d'accord avec tout. Et je trouve que, enfin voilà, genre pour moi, les gens qui suivent Amy et Asher doivent autant remettre en question les deux. Je trouve que c'est trop facile de remettre en question que d'un seul côté. Et après, encore une fois, on dit ça, mais moi, je suis pas parfait. Hein. J'ai fait des erreurs de parcours. Il y a des choses que je regrette. Il y a des choses que j'ai fait et que je regrette pas, mais sur lesquelles on critique. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on nous critique, où en fait, les gens font même pas l'effort de comprendre ou de chercher ce qui s'est passé en fait. Et donc en fait tu te retrouves avec des gens qui répètent en boucle quelque chose qui est faux. Donc je peux comprendre que ça puisse tilter certains. Et voilà, je pense que de toute façon on en a assez dit. Encore une fois, l'objectif c'est pas d'éviter ad vitam aeternam les sujets. On vous en parle quand on pense que c'est intéressant. Et quand on n'a rien d'intéressant à vous dire, on vous dit clairement qu'on a vu mais qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Quoi. Donc voilà.
Et encore une fois, je suis le premier à dire arrêtez les dramas, concentrez-vous sur vous, etc. Il y a quelques mois, quelques années, j'étais beaucoup plus dans ça. Hein. Et j'étais beaucoup plus dans dénoncer des choses qui sont pas éthiques, qui sont pas morales, etc. Et à l'époque, il y a des choses qui ont été considérées, mais à l'époque, on m'a aussi traité de rageux. Donc moi, au bout d'un moment, c'est plus mon combat. Chacun s'endosse. Je pense que moi, je vais parler en mon nom, mais je sais que c'est le cas aussi d'autres gens dans le crypto-tuteur français, qui sont extrêmement déçus du comportement des Français. Alors, on doit être critique. Ah, gars. Mais au bout d'un moment, il faut quand même apprendre à doser. Ou, du moins, faut élever le niveau, quoi. Être critique avec les gens où c'est évident qu'ils ont fait des folies. Et vraiment, genre, à répétition, sans apprendre de leurs erreurs. Aujourd'hui, franchement, j'en parlais sur Twitter. Moi, je pense sincèrement que je vais arrêter de tweeter en français et que je vais parler totalement en anglais. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est bien mieux pour moi de parler en anglais, parce qu'au final, les gens que je suis, ils tweetent en anglais. Et les choses qui m'intéressent, c'est en anglais. Donc, au bout d'un moment, je me dis, je veux juste tweeter en anglais. Et c'est pas pour esquiver ou quoi que ce soit le CTFR. C'est juste que je pense que je suis arrivé à un point de non-retour où, genre, juste en anglais... tu touches une audience qui est différente et qui est complémentaire, et puis au final, tu t'ouvres beaucoup plus à l'écosystème. Je pense que c'est ce que vous avez vu avec mes interviews. Les interviews, si je les faisais pas en anglais, il y aurait jamais eu d'interview en fait. J'aurais jamais reçu les gens les plus intéressants de l'écosystème. La réalité, c'est que évidemment, il y a plein de Français qui réussissent et qui sont partout dans l'écosystème, et ça, pour moi, c'est un truc de ouf à quel point les Français sont omniprésents dans l'écosystème et sont importants. Je pense d'ailleurs, pour parler d'Hyperliquid, pour aller jusqu'au bout de la propagande, que sincèrement, vous sous-estimez tellement le nombre de Français et de francophones dans l'écosystème qui bâtissent des projets ou qui sont des méga whales ou qui ont farm. Genre vraiment, c'est une dinguerie à quel point la communauté francophone est énorme. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a la majorité des gens qui sont intéressants et que tu as envie de regarder et interagir avec, qui parlent en anglais. Et même aujourd'hui, tu as la majorité des Français qui sont successful, qui réussissent dans l'écosystème, qui parlent qu'en anglais. Donc voilà, je voulais juste en tout cas vous donner mon point de vue sur ça personnellement et vous dire que je vais switcher tôt ou tard. Ouais, bah c'est un peu, je vais dire ce que peut-être que je me trompe en parlant en ton nom, mais c'est un peu l'idiocratie, le CTFR. C'est en fait, des fois, je vois, on donne de l'importance à des paroles de gens qui n'ont jamais rien fait et qui sont juste dans la haine constante sans argument. Après, des gens intéressants et réfléchis dans le CTFR, il y en a tellement, mais genre, laisse tomber. Mais c'est juste que la majorité de ces gens-là, ils tweetent pas, ils s'impliquent pas dans ces trucs-là, ou même ils tweetent en anglais, en fait. Donc voilà, et encore une fois, c'est pas une honte d'être français. Moi, je suis super fier d'être français dans l'écosystème. Après, notre pays est ce qu'il est, les décisions sont ce qu'elles sont, et les a priori qu'on peut avoir des fois sur les gens qui sont en crypto et qui parlent français sont ce qu'ils sont. Mais voilà, moi, je voulais justement vous parler de ça honnêtement. Et puis voilà, je pense on va clôturer sur ça. On est déjà à plus de 2 heures de stream. Ouais. Merci à tous pour la force. Et content d'avoir pu revenir en stream encore une fois. Désolé Capet pour l'absence, les choses ont fait que ça s'est un petit peu enchaîné. Et maintenant que j'ai un setup qui est un peu plus propre, en espérant que le micro ne bug pas en plein milieu de live ou d'émission, à un moment ça devrait être beaucoup plus simple pour moi de faire des lives et tout, parce que là je suis un peu plus posé dans un endroit. Avant c'était un peu plus le rush, donc voilà, je te laisse peut-être clôturer, Capet. Bah écoutez, merci beaucoup. Encore une fois, nous, on postera cette rediffusion sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, faites-le. Allez sur Coin Academy pour suivre l'actualité, pour suivre les fondamentaux, pour suivre les airdrops. Là, c'est vrai que côté airdrop, je pense sincèrement qu'il peut y avoir des trucs intéressants, plus ou moins intéressants en tout cas sur les concurrents d'Hyperliquid, mais aussi sur Hyperliquid via Unit, ce que vous disiez Léo. Donc pour le coup, il y a des choses à faire. Mais clairement, de toute façon, vous l'avez vu, quand on a commencé dans les cryptos, on parlait de plein de coins, plein de tickers, d'altcoins mid-cap, low-cap. Après, Coin Academy est devenu plus gros. On a commencé à se concentrer sur des trucs un peu plus connus pour éviter de vous envoyer au charbon et de vous casser la figure, hein, tout simplement. Et là, en fait, moi, je trade quasiment pas, je prends quasiment pas de position, parce qu'en fait, il y a rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant, tu vois, je pouvais prendre une position et me dire, je peux faire x5, je peux faire x10, donc j'y vais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce marché, c'est un champ de mine constant, et du coup j'ai juste pas envie en fait, donc je suis sideline la majeure partie du temps, et c'est ce qui m'a permis de bien tanker le crash du 10 octobre, quoi. Je préfère être sideline plutôt que vouloir absolument rentrer dans un truc et rendre au marché des bénéfices. Ça ne sert à rien, tout simplement.
Sur ces douces paroles, bonne soirée à tous. Merci d'être passés. Encore une fois, vos messages de soutien et dans le chat, etc., on lit tout et ça passe pas inaperçu. Donc voilà, merci à tous pour le soutien et pour tous les messages, qu'ils soient positifs et négatifs. On se retrouve très vite. C'était Capet et Picsou. Tchuss. Ciao tout le monde.